Mesdames, Messieurs, nous vivons depuis le mois de février une crise sanitaire sans précédent depuis l'après-guerre. Les mesures qui ont été prises au niveau des autorités sont exceptionnelles et le pays est actuellement administré par des pouvoirs spéciaux. Jamais un confinement généralisé du pays, de l'Europe et de 3 milliards d'habitants n'avait été mis en place. Nous vivons une situation inédite, jamais vue. Nos libertés individuelles ont été fortement réduites. Notre mode de vie a perdu ses repères. Notre commune n'a échappé en rien à tout cela. Je veux vous dire les choses, comme toujours. Je veux vous les dire avec transparence, dans un exercice de style inhabituel. Je veux vous les dire accompagné du président du CPAS, Pierre Lambrette, en présence du commissaire divisionnaire, chef de zone, chef de corps de la police de Braine-l'Alleud, Stéphane Van Haren, et de Madame Virginie Laurent, directrice du département infirmier de l'hôpital Chirec de Braine-l'Alleud. Chacun interviendra dans son domaine de compétences et tentera de répondre au mieux aux dizaines de questions que vous nous avez transmises et de celles qui pourraient être posées à l'occasion de cette diffusion. Si nous manquons de clarté, de précision ou que nous avons omis votre question, vous pouvez bien évidemment nous contacter tous les jours sur la ligne téléphonique Covid-19, dont je vous rappelle le numéro qui est le 02 854 08 00. Mais, avant d'aller plus loin, je voudrais tout d'abord m'adresser aux familles. Aux familles qui sont directement ou indirectement touchées par cette tragédie. Je voudrais leur dire, au nom des membres du conseil communal de Braine-l'Alleud, que nous leur adressons nos pensées les plus chaleureuses de soutien et d'encouragement. Nous sommes de tout cœur à leur côté. Je voudrais aussi remercier une nouvelle fois les premières lignes, les soignants et tous ceux qui contribuent aux soins et au système de soins. Ces personnes sont remarquables, courageuses et déterminées. Je sais combien nous leur sommes redevables. Tous les soirs, à 20h, à Braine-l'Alleud, nos regards sont tournés vers notre hôpital, le Chirec, vers nos maisons de repos, et il y en a 5 dans notre commune, mais aussi vers nos institutions qui aident les personnes handicapées, comme le village numéro 1, actuellement en souffrance, ou encore l'institution La Renaissance. Aussi, ces institutions d'aide à la jeunesse ou aux personnes en difficulté, et elles sont très nombreuses dans notre commune. Je pense notamment au Saint-Langan, à la Sapinière, à l'Églantier, à la Maison familiale, à l'Être Rouge, à Chrysalis, et d'autres encore, comme l'institution Le Domaine. Je voudrais également remercier les deuxièmes lignes, ceux qui assurent la continuité de nos services publics. Je pense à nos policiers, nos pompiers, nos facteurs. D'ailleurs, le roi Philippe était vendredi dans notre commune pour les soutenir. Et puis évidemment, comme bourgmestre, j'ai une pensée toute particulière pour les fonctionnaires de mon administration, les enseignants de notre commune, qui se démènent dans des conditions bien particulières, sans avoir de vision claire sur la poursuite de l'année scolaire. Les personnels de voirie, les ouvriers, les éboueurs, en fait, toute l'équipe communale composée de 700 travailleurs, restez attentifs et disponibles pour la continuité de nos services publics. Sans oublier ceux qui travaillent dans nos commerces. Bref, tous ceux, et j'en oublie certainement, qui nous ont permis de tenir ces semaines si pénibles et qui nous ont permis d'espérer. Espérer parfois grâce à l'explosion des gestes solidaires que j'ai constatés au travers de la vie associative, au travers des bénévoles, au travers de chacun qui avait parfois pris des initiatives insoupçonnées. Et finalement, mesdames, messieurs, vous tous, qui avez fait l'effort, à quelques rares exceptions près, d'observer un confinement strict. Et c'est difficile d'observer un confinement strict, parfois même pénible de rester chez soi, surtout lorsque le climat, comme aujourd'hui, invite à l'évasion, avec en plus des enfants parfois en bas âge, ou encore lorsque l'on a envie de voir ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, alors que tout cela est interdit. Cependant, c'est grâce au respect strict de ces règles de confinement que le plus grand nombre d'entre nous a échappé aux pires conséquences de ce virus. Mais attention, ce n'est pas fini. Et si une lueur apparaît au travers d'un processus de déconfinement progressif, débutant très prochainement le 4 mai,
rien n'est gagné. Et il faudra continuer le combat en respectant strictement et avec rigueur les mesures qui seront édictées au fur et à mesure par les autorités. Parce que le virus est présent partout. Et bien évidemment, Braine-l'Alleud n'y échappe pas. Le virus est présent à Braine-l'Alleud comme partout ailleurs. Ainsi, sur une population de 40 220 habitants, ce vendredi 24 avril, sur base des chiffres saint-sienneux qui vont, j'imagine, apparaître, on relevait 105 cas à Braine-l'Alleud. Alors certains d'entre vous nous ont posé la question de savoir pourquoi il apparaissait y avoir autant de cas ici à Braine-l'Alleud. Tout d'abord, quand on regarde en chiffres absolus, et je voudrais dès à présent dire qu'il n'y a pas évidemment des chiffres qui sont meilleurs que d'autres. Tout le monde est en souffrance par rapport à ces chiffres, quelle que soit la commune. Mais à Braine-l'Alleud, en chiffres absolus, tout d'abord, nous constatons que si on le remet au nombre d'habitants, ça correspond à 0,2% de la population, puisque ça correspond à 26 habitants par 10 000 personnes. Au-delà de ça, évidemment, vous n'ignorez pas que Braine-l'Alleud est la population la plus nombreuse sur le territoire de cette province. Nous avons 40 000 habitants, mais c'est également une commune qui a beaucoup d'institutions. Et on le sait, les institutions, ce sont des risques de cluster. Nous en avons connu, nous avons 5 maisons de repos, nous avons des institutions qui comptent beaucoup de personnes, comme le village numéro 1. Et évidemment, ces institutions viennent grossir le nombre de cas qui sont aujourd'hui inventoriés. Et au-delà de ça, nous avons une population qui connaît, au niveau de ses travailleurs, beaucoup de personnes tournées vers le secteur de la santé. Et par voie de conséquence, évidemment, ces personnes sont les plus sensibles à contracter ce virus, qui n'est pas une personne, mais qui certainement vise d'abord les personnes qui sont en première ligne. Voilà pourquoi nous avons des chiffres qui sont ce qu'ils sont. Il n'y en a pas de bons, il n'y en a pas de mauvais, mais nous avons des chiffres qui correspondent à 0,26% de la population. Alors, j'ai voulu, par souci de curiosité, replacer ces chiffres par rapport notamment à ce qu'on entend tous les jours et qui évidemment est une catastrophe nationale, le nombre de décès. Pour avoir une vision, et je ne tire aucune conclusion, l'échantillonnage ne le permet pas, mais permet peut-être de voir ce qui se passe à Braine-l'Alleud, puisque sur le slide qui vous est présenté, vous voyez que sur le premier quadrimestre de l'année, comparé au premier quadrimestre des 5 années précédentes, c'est-à-dire de 2015 à 2020, on a enregistré cette année 132 décès. L'année dernière, 141, l'année avant, 143, en 2017, 116, en 2016, 125 et en 2015, 154. Je ne tire évidemment aucune conclusion de ces chiffres, je vous les présente. Il n'en demeure pas moins qu'on peut imaginer que grâce au respect strict du confinement, nous avons, avec ces chiffres, échappé au pire, puisqu'ils ne se distinguent pas par rapport aux années précédentes. Alors, comment avons-nous géré cette crise à Braine-l'Alleud ? Je peux vous dire que on a beaucoup parlé ces derniers jours, on en parlera encore aujourd'hui et demain, de la problématique des masques. Voilà bien quelque chose qui a été pris immédiatement en charge à Braine-l'Alleud, dès, je dirais même avant qu'on ne parle de cette crise sur le territoire du pays, puisque les premiers masques à Braine-l'Alleud ont été commandés le 25 février de cette année. Oh, ça n'a pas beaucoup de mérite d'anticipation, vous savez, c'est simplement lié à une expérience personnelle. J'étais à l'occasion des vacances de carnaval en France avec mon fils, et le temps était tellement mauvais que finalement, je suis resté quasi toutes les vacances face à la télé qui montrait un peu partout, surtout en Italie, la catastrophe que provoquait le Covid-19. J'ai immédiatement pris contact avec le président du CPAS, nous étions fin février, pour lui demander d'organiser une commande pour 40 000 masques sur Braine-l'Alleud. Ce qu'il a fait immédiatement, et la commande a été passée le 25 février. Nous avons pu obtenir à cette date 10 000 masques sur les 40 000. Les 30 000 n'ont plus été livrés parce que, vous le savez, le monde entier est tombé en pénurie au niveau du matériel sanitaire, au niveau du matériel médical. C'était lié évidemment au fait que
la première production mondiale de masques, la Chine, le premier pays producteur, avait fermé ses entreprises. C'était également lié au fait que l'ensemble des pays sur le marché mondial réquisitionnaient ce qu'ils pouvaient comme masques, mais nous avons quand même, avec ces 10 000 premiers masques, pu commencer la distribution de ce que nous pensions première ligne, et qui était d'ailleurs à l'époque la première ligne, c'est-à-dire les médecins généralistes. La distribution a commencé le 7 mars, et nous avons mis à disposition 9 400 masques chirurgicaux. Les choses, par la suite, évidemment, se sont un peu emballées, puisque nous avons au total distribué plus de 100 000 masques au personnel soignant, avec un ordre de priorité établi par les autorités sanitaires. L'ordre de priorité étant évalué par rapport au risque Covid, c'est-à-dire d'abord aux premières lignes, c'est-à-dire d'abord aux premières lignes qui étaient en contact avec les malades Covid. C'est ainsi que nous avons pu distribuer 26 000 masques FFP2, notamment 43 000 masques FFP2, notamment aux maisons de repos et aux institutions d'hébergement, complétés de 26 000 masques chirurgicaux. Ces masques ont été mis à disposition ou distribués. Nous avons également pu, dans un second temps, permettre aux infirmières, infirmiers à domicile et aux sages-femmes d'obtenir 11 200 masques chirurgicaux. La distribution a continué par la suite et nous avons pu ainsi distribuer au grand total, jusqu'à aujourd'hui, plus de 100 000 masques. Ça a été le temps des dentistes, ça a été le temps des kinés. Et demain, mesdames, messieurs, ce sera le temps des Brennois. Parce qu'évidemment, nous avons voulu anticiper le déconfinement qui est prévu, et nous avions une forte suspicion de la date, le 4 mai prochain. Je dois vous avouer, et encore une fois, je n'ai pas beaucoup de mérite, c'est d'avoir eu l'attention éveillée à la suite du discours qu'a prononcé le président français, Emmanuel Macron, il y a de cela une quinzaine de jours. Si vous avez été attentif à son discours, il a glissé qu'il fournirait un masque grand public à tous les Français. Et évidemment, entendant cette phrase, j'ai eu le réflexe de me dire que vraisemblablement, nous serions dans la même configuration, dans le même cas de figure, dans la même hypothèse, quelques jours plus tard. Et j'ai donc pris contact avec les autorités, d'abord pour comprendre ce qu'était un masque grand public, et puis pour pouvoir éventuellement passer commande. Dans un premier temps, je dois bien avouer que personne n'a pu me répondre sur la définition du masque grand public aujourd'hui. Et vous aurez l'explication plus fine par Madame Laurent. On sait ce qu'est un masque chirurgical, on sait ce qu'est un masque FFP2, mais masque grand public, ça n'évoquait pas grand-chose. Ça n'évoquait pas grand-chose en Belgique. J'ai donc pris contact avec des institutions françaises pour essayer de comprendre, et je me suis rendu compte qu'une commande massive était en cours, plus de 200 millions de masques en France, et que l'entreprise française, l'industrie française se mobilisait pour fabriquer ces millions de masques à l'attention des Français. J'ai donc tenté, en prenant des contacts, en respectant strictement les procédures, d'avoir la possibilité de m'inscrire dans ces commandes, et Braine-l'Alleud va pouvoir, dans les tout prochains jours, nous serons normalement servis jeudi, vous serez distribués par la suite, et j'espère que pour le 1er mai, vous serez tous en possession de votre masque grand public, certifié par la France, avec des normes de qualité très strictes. Je pense que nous avons donc répondu présent, nous avons anticipé de manière significative, avec un résultat dont j'ai le sentiment quand même que nous pouvons vraisemblablement, à Braine-l'Alleud, nous prémunir. Un résultat avec une certaine fierté, même si ces derniers jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux s'échanger des mots qui n'étaient pas toujours bien choisis par rapport à l'action que nous avons menée. Qu'importe, nous ne sommes vraiment pas dans la polémique. Nous voulons simplement rappeler que nous n'avons pas perdu de temps, que nous avons anticipé, qu'il n'y a eu, même si, je l'ai dit, je ne suis pas pharmacien, ce qui me semblait vouloir dire que c'était d'autant plus compliqué pour quelqu'un qui n'est pas pharmacien de s'inscrire dans des filières d'approvisionnement. Mais nous avons réussi à avoir ce que nous voulions. Et nous serons vraisemblablement, et ça c'est un sentiment de fierté que j'exprime à l'égard des Brennois, nous aurons certainement le premier masque certifié, réutilisable, en tissu, certifié par une norme de qualité qui n'existe pas encore en Belgique.
et sur laquelle la Belgique travaille. En fait, la norme de qualité est une norme AFNOR. Bientôt, nous aurons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une norme de qualité BENOR sur les masques réutilisables. On verra dans les prochains jours comment les choses vont se passer, mais les Brennois seront donc parfaitement équipés dans quelques jours. Dans quelques jours, parce que ce qui était important, c'était d'être équipé pour le déconfinement. Tout le monde le mesure bien aujourd'hui. Alors, évidemment, je tiens ici à remercier du fond du cœur toutes les initiatives citoyennes, tous les mouvements de solidarité qui se sont exprimés à l'occasion de ces débats concernant les masques, pour en fabriquer de manière artisanale. Mais il n'était pas possible, évidemment, pour nous de se satisfaire, même si c'est extrêmement merveilleux et que ça procède d'un élan de générosité que je tiens à souligner, ça n'était pas possible d'en avoir 40 000 et de pouvoir les distribuer de manière massive. C'est la raison pour laquelle nous avons dû recourir à un marché d'acquisition de masques qui sera à votre disposition. Alors en ce qui concerne, je pense, l'explication des masques, je vais passer la parole à Madame Virginie Laurent, qui, je vous rappelle, est directrice du département infirmier de l'hôpital Chirec de Braine-l'Alleud. Bonjour à tous. Donc, avant de vous expliquer comment bien adapter votre masque sur le visage, je voudrais vous rappeler la différence entre les masques que vous pouvez rencontrer. Je vais d'abord vous présenter le masque FFP2 qui est exclusivement réservé à un usage professionnel pour les soignants qui sont en contact avec des patients Covid positifs ou Covid suspects. Donc le masque FFP2, ou parfois appelé aussi bec de canard, est un masque qui n'est pas utilisé en rue ou pour le quotidien. Ce masque est réservé à l'usage médical. J'insiste là-dessus parce que vous savez que nous avons eu une pénurie au niveau de ces masques. Donc si vous possédez des masques comme ceci et que vous n'en faites rien, je vous conseille de les ramener à la commune, au CPAS ou dans un hôpital, ils en feront bon usage. Donc c'est un masque, celui-ci, que vous ne devez pas voir en rue. Ensuite, nous avons le masque chirurgical, c'est le masque en papier que vous allez trouver dans les structures de soins également. Ce masque est aussi réservé à l'usage des professionnels de la santé. À partir du 1er mai, donc comme vous l'a dit monsieur le bourgmestre, vous allez recevoir, chaque Brennois va recevoir un masque en tissu. Le masque en tissu doit être appliqué, donc englober le nez et la bouche. Avant de placer votre masque sur le visage, veillez à vous laver les mains à l'eau et au savon. Si vous ne disposez pas d'eau ou de savon, utilisez une solution hydroalcoolique qui est tout aussi efficace. Ensuite, vous allez positionner le masque au niveau du visage en le maintenant au niveau de votre nez avec la petite languette que vous adapterez sur votre visage. Une fois que vous avez placé le masque sur le nez, veillez à l'attacher derrière vos oreilles ou à le nouer si c'est un masque avec des attaches différentes de celles-ci. Je vous conseille pour les personnes qui ont des longs cheveux d'attacher vos cheveux afin que le masque ne se prenne pas dans les cheveux et d'éviter aussi de porter des grandes boucles d'oreilles ou des objets qui pourraient entraver le bon port du masque. Ensuite, une fois que vous enlèverez votre masque, même chose, une fois que le masque est enlevé, lavez-vous les mains ou passez-les à la solution hydroalcoolique. Une chose importante, c'est qu'une fois que vous avez le masque en place sur le visage, évitez de toucher le masque ou de toucher votre visage. Ça évitera de transmettre des virus ou des bactéries. Voilà pour le port du masque. Ensuite, je vais vous rappeler donc les gestes barrières que vous entendez à de nombreuses reprises, que ce soit via les médias ou les réseaux sociaux. Donc, les conseils qu'on peut vous donner pour vous protéger, vous et votre famille, sont tout d'abord de rester à la maison, surtout si vous êtes malade. Si vous êtes malade, contactez votre médecin traitant dans un premier temps par téléphone. Il vous donnera des conseils pour la suite. Pour tout un chacun, lavez-vous régulièrement les mains. Évitez de vous toucher le visage. Utilisez toujours un mouchoir en papier et utilisez-le une seule fois. Une fois qu'il est utilisé, jetez-le à la poubelle et dans une poubelle fermée. Si vous n'avez pas de mouchoir à portée de main et que vous devez tousser ou éternuer, il est conseillé de tousser dans le pli du coude.
Ensuite, pour contribuer à ralentir la propagation du virus, éviter de donner la main ou de se serrer la main, éviter de faire la bise ou de serrer une personne dans les bras. Faites attention aux groupes à risque. Alors, les groupes à risque sont les personnes de plus de 65 ans, les personnes fragilisées par une maladie, qu'elle soit pulmonaire, cardiaque ou rénale, ou les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Je pense notamment aux personnes sous chimiothérapie ou en traitement pour une maladie telle le cancer. Enfin, les contacts entre enfants et personnes âgées donc, ne sont pas recommandés parce que les enfants peuvent propager le virus très facilement. Et enfin, garder une distance de sécurité suffisante, c'est-à-dire au moins 1,5 mètre entre vous et une personne que vous ne connaissez pas à l'extérieur. Voilà, alors la gestion de crise, évidemment, c'est quelque chose d'éminemment transversal, de très large. Nous avons parlé de la problématique des masques, nous avons défini les masques, rappelé les gestes barrières, mais la première chose que nous avons dû, évidemment, prendre en charge, c'était la gestion de l'administration, pour assurer la continuité des services publics. Alors vous l'imaginez, l'administration, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est 700 personnes. Il va de soi évidemment que nous avons dû réorganiser la totalité du travail. Chaque département a été réorganisé, d'abord pour pouvoir correspondre à ce qui était prescrit, la possibilité du télétravail quand c'était possible, les règles de distanciation sociale, tout ce qui permettait de mettre notre personnel en sécurité. Et nous avons d'ailleurs fermé les portes de l'administration, organisant simplement les services qui ont tous continué, mais sur rendez-vous. Je peux vous dire qu'en termes de présence physique, nous avons plus ou moins travaillé avec 42% du personnel. Tout personnel confondu, mais vous l'imaginez, qu'il y a eu évidemment au niveau des crèches, au niveau du personnel enseignant, puisque nous avons des écoles primaires, il y a eu évidemment des conséquences liées aux fermetures d'écoles, même si les instituteurs étaient toujours disponibles, même si au niveau des crèches, nous avions les péricultrices qui pouvaient rester disponibles. Mais je dois vous dire que nous avons d'abord isolé plus ou moins 25% du personnel qui a été mis en dispense de prestations. C'était notamment le personnel immunodéprimé ou alors les personnes qui avaient fréquenté des cas Covid. Pour ne pas étendre la propagation du virus, nous avons dû prendre toutes ces mesures. Ça n'a pas été évident et vous l'imaginez, nous avons maintenu les services essentiels, les missions principales, mais le travail normal évidemment, a vraiment été revu de manière significative avec une baisse de régime tout aussi significative. Certains services ont carrément été fermés, je pense notamment à la bibliothèque, je pense également, par exemple, au bus, au Proxibus, à tous ces services périphériques. Le centre culturel a également fermé, les services sports ont fermé, tout ça sur base d'arrêtés ministériels et parfois même sur base de décisions de pouvoirs spéciaux. Bref, un chamboulement énorme au niveau de l'administration, mais nous avons tenu bon. Et je pense que tous les services qui sont nécessaires à la continuité des services publics ont été maintenus de manière performante. Je dois vous avouer, et c'était assez inattendu, que nous avons trouvé un bénéfice énorme de pouvoir vivre communes et CPAS ensemble dans un même bâtiment, puisque nous avons pu réorganiser de manière transversale les services avec beaucoup plus de souplesse. Et nous avons pu ainsi renforcer des équipes déforcées très souvent, et vous comprenez évidemment le moment, vers le CPAS, et je pense notamment à la maison du Vignoble, à notre maison de repos. Je vais d'ailleurs passer la parole au président qui va vous expliquer ça de manière plus circonstanciée. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre par cette belle journée. Je me doute qu'il y a plein d'activités possibles, à part regarder un Facebook Live. Donc il faut savoir qu'au niveau du CPS, évidemment, nous avons maintenu toutes nos obligations légales. Toutes les permanences, toutes les demandes d'aide sociale possibles restent bien évidemment toujours possibles ici dans ce bâtiment. Nous avons juste procédé à des aménagements, vous le comprendrez. Celle qui a le plus marqué peut-être le personnel, les assistants sociaux, c'est qu'il n'y a plus de contact physique. On demande de prioriser le plus possible des demandes qui se font par téléphone ou par mail. Dans certains cas, évidemment, nous avons maintenu une présence physique pour certaines personnes qui n'ont aucun moyen de communication. Nous avons également procédé à une rotation des équipes. Au lieu d'avoir 10 assistants sociaux, nous avons fait 2 équipes de 5 afin d'éviter la propagation du virus dans nos équipes. Et nous avons pu ainsi continuer, et je le redis,
le CPS reste ouvert et reste disponible. Nous maintenons les délais légaux de 30 jours et nous avons, je comprends évidemment que la situation pousse à plus de précarité. Nous avons, et je l'ai fait avec l'accord du Conseil d'action sociale, augmenté les plafonds de l'aide sociale urgente. L'aide sociale urgente, ça permet de donner une réponse rapide. Nous avons doublé le montant octroyable et nous avons doublé l'enveloppe globale, ce qui est une première réponse notamment qui m'est parvenue de la part de certains conseillers communaux. Nous avons également, et ça je l'ai constaté dès le début de la crise, vu nos partenaires sociaux, je pense notamment au Petit Maga, qui nous ont annoncé la fermeture de leurs portes. Ce sont des partenaires, des aides que nous avons dû suppléer. Ça s'est notamment fait via les repas sur roue. Nous avons octroyé les repas sur roue à des personnes dans le besoin. Et nous avons octroyé une aide financière qui pouvait, je dirais, compenser la différence de prix entre l'aide octroyée par nos partenaires et l'aide que nous octroyons via les repas sur roue. Alors évidemment, on le sait, les chiffres font peur. On parle de plus d'1 200 000 personnes au chômage économique. On parle même de 400 000 indépendants qui se trouvent à un moment maintenant sous le statut du droit passerelle. La situation sociale est amenée à se complexifier. Les plus anciens du service social vous feront part de ce qu'ils appellent l'effet rebond. C'est-à-dire que, de manière assez paradoxale, aujourd'hui, on a peu de dossiers. En tout cas, pas plus qu'auparavant. On constate que les gens épuisent tous les recours légaux, épuisent leur bas de laine, leurs économies, et que cette poussée de demande se fera uniquement dans 3, 4, 5, 6 mois. Il va de soi que nous adapterons les budgets en conséquent. En ce qui concerne évidemment les synergies dont a parlé le bourgmestre, je voudrais les remercier ici, s'ils nous regardent. Effectivement, nous avons pu dégager 21 employés communaux, du personnel d'entretien, et également une infirmière qui se connaîtra notamment, qui est venue en renfort aux équipes du Vignoble. Où on le sait, la situation est plus difficile. Les maisons de repos connaissent une position particulière à l'heure actuelle. J'y reviendrai par la suite, car nous avons reçu de nombreuses questions à ce propos. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dès la mi-mars, un plan de continuation des activités de notre secteur, considéré comme essentiel pour le bon fonctionnement de la société, a été communiqué aux autorités locales et fédérales qui visent en cette période de crise à garantir 1. La protection du personnel, 2. La poursuite des missions essentielles attendues des services de police. Quelles sont ces missions et attentes des services de police? Préserver la sécurité et l'ordre sur le territoire, pouvoir répondre aux demandes de renfort du pouvoir fédéral via le ministre de l'Intérieur, ainsi qu'assurer les missions spécifiques liées à cette situation du Covid-19, c'est-à-dire effectuer des contrôles. Quelle est la difficulté? C'est l'inconnu. L'inconnu, la durée de la pandémie, et en 2, l'ampleur de la contamination, les policiers étant toujours en première ligne et exposés à un danger potentiel. Je profite de cet espace qui m'est donné pour remercier tous mes collaborateurs pour leur disponibilité, tout en constatant qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je recense sur 80 collaborateurs 3 personnes absentes, dont 2 qui souffrent de pathologies qui n'ont strictement rien à voir avec le Covid-19 et des pathologies, malheureusement, qui nécessitent de longs soins. Notre commissariat demeure donc accessible 24 heures sur 24 et est en mesure d'aligner 24 heures sur 24 un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du roi qui encadre le personnel sur le terrain. Notre commissariat est accessible pour les affaires urgentes 24 heures sur 24, moyennant quelques adaptations et notamment des adaptations par rapport pour accueillir et pour respecter les distanciations sociales, et les parois ont été installées pour procéder dans de bonnes conditions aux auditions nécessaires. Les patrouilles sont maintenues et même renforcées sur l'ensemble du territoire, patrouilles mobiles, patrouilles statiques, et les patrouilles pédestres ont été accentuées dans les espaces verts et les espaces ouverts. Sur le plan préventif, à ce jour, nous avons consacré 2300 heures hommes exclusivement à des contrôles préventifs en matière de Covid-19. Afin d'être plus précis, cela représente l'activité d'un homme et demi sur toute une année. Or, l'année est encore longue et d'autres défis nous attendront encore au cours de ces prochaines semaines et ces prochains mois. En matière de délinquance, même si le confinement n'est pas très agréable, je constate que les auteurs observent le confinement puisque la délinquance dite de rue est réduite à quasi zéro.
Venons-en maintenant aux constatations judiciaires en matière de Covid. Les chiffres arrêtés au vendredi 24 avril, 7 h du matin, donc ces chiffres ont évolué depuis lors, recensent 170 constatations judiciaires en matière d'infraction Covid, quasi réparties équitablement entre les rassemblements et déplacements, puisque nous avons dressé 85 constats judiciaires en matière de rassemblements illégaux et 83 par rapport à des déplacements non indispensables. Nous avons également dressé 2 PV à charge des commerces qui ne respectaient pas les conditions. En ce qui concerne les auteurs, la majorité, ce sont des majeurs, puisque 149 infractions ont été recensées à charge de personnes de plus de 18 ans et 21 faits à charge des mineurs. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, les récidivistes, et je dirais même les multirécidivistes, se multiplient. Je le regrette. Vous devez savoir qu'une politique ferme est installée et instaurée à l'égard de ces individus qui font l'objet de privations de liberté du judiciaire et d'un avis immédiat auprès du magistrat de service. Plusieurs d'entre eux devront s'expliquer devant le tribunal correctionnel dans le courant du mois de mai. Je vous remercie pour votre attention durant ce tour d'horizon et demeure à votre écoute. Voilà, maintenant je vous propose peut-être d'écouter la situation au Chirec. Alors au Chirec de Braine-l'Alleud, donc depuis le début de cette pandémie, c'est-à-dire depuis le début du mois de mars, nous avons eu environ 350 patients hospitalisés au Chirec de Braine-l'Alleud. Malheureusement, nous déplorons une trentaine de décès également dus au Covid depuis le 1er mars. Et actuellement, encore une cinquantaine de patients sont hospitalisés dans notre institution, dont une quinzaine aux soins intensifs. Alors, pour faire face à cette pandémie, donc, nous avons, après le déclenchement du plan d'urgence hospitalier, réorganisé complètement notre activité, notamment en créant une nouvelle unité de soins intensifs de 9 lits complémentaires, ainsi qu'en mettant un tri à l'entrée de nos urgences, un tri spécifique Covid pour les patients pédiatriques et pour les patients adultes. De même, parallèlement à cela, la province nous a demandé d'organiser un poste médical de garde par l'intermédiaire des médecins généralistes. Ce poste médical de garde a été installé dans l'ancienne maison communale, donc juste derrière l'hôpital de Braine-l'Alleud. En plus de la création donc, des tri-Covid, comme je vous l'ai dit, nous avons dû aussi fermer des unités de chirurgie, car notre activité chirurgicale a été totalement arrêtée, sauf pour les urgences. Et les médecins spécialistes ont assuré les consultations urgentes dans leurs différentes spécialités. Nous avons également dû répartir nos équipes qui étaient à l'arrêt dans certaines unités et nous les avons redispatchées dans toutes les unités Covid où le personnel était nécessaire. Comme M. Van Aren l'a fait avant moi, je tiens à remercier toutes les personnes de l'hôpital de Braine-l'Alleud, du Chirec de Braine-l'Alleud qui se sont mobilisées et qui ont fait preuve d'une énorme solidarité et d'un grand esprit d'entraide, de même que toutes les personnes qui nous ont apporté des masques, toutes les couturières qui se sont mises à l'œuvre et à l'ouvrage pour nous faire part de masques en tissu pour nos personnels administratifs. Donc je tiens, par le biais de cette conférence, à vous remercier chaleureusement. Voilà, merci Madame Laurent. Je pense maintenant tout doucement, Président, on va commencer à répondre aux questions. Alors nous avons reçu pas mal de questions puisqu'on avait demandé de préparer un certain nombre de questions pour pouvoir structurer éventuellement des slides ou en tout cas pour vous répondre de manière la plus fine qui soit, de la manière la plus peut-être circonstanciée. Je n'ignore pas que les mesures ont évolué, mais nous sommes évidemment face à une situation qui est évolutive. Tous les jours, ce virus évolue. Par rapport à ça, les experts déposent des nouvelles recommandations. Et par rapport à ça, le politique s'adapte au niveau fédéral, régional, provincial, communal. Nous sommes ici, quelque part, à l'entonnoir de l'ensemble des décisions qui sont prises à tous les niveaux de pouvoir. Nous essayons évidemment de faire du mieux que nous pouvons, mais je voudrais quand même dire que les bourgmestres, qui sont très souvent en première ligne de la retranscription et de l'application des mesures, ne sont pas nécessairement les auteurs de ces mesures. Et donc je vous demanderai parfois beaucoup d'indulgence, même si parfois nous allons, dans certains cas, au-delà. Mais alors, au niveau des questions ? Eh bien, nous avons déjà répondu à pas mal, mais il y a malgré tout encore des questions, notamment des conseillers communaux.
qui se demande notamment quand sera organisé le prochain conseil communal, monsieur le bourgmestre. Oui, alors effectivement, au niveau du conseil communal, il va de soi, comme vous le savez, que les réunions sont interdites depuis quand même quelques semaines. Et une circulaire d'ailleurs du ministre a interdit les conseils communaux. Nous sommes d'ailleurs au niveau des collèges, puisque, souvenez-vous, je dirais les organes de gestion d'une commune, c'est le bourgmestre, le collège, le conseil communal. Les conseils communaux ne se sont plus réunis depuis cette période de confinement, mais le collège se réunit de manière assez extraordinaire. Vous avouez qu'on a fait un bond numérique dans le temps, puisque depuis quelques semaines maintenant, les réunions se font par téléconférence. Cela étant dit, vendredi dernier, enfin vendredi il y a 2 jours, le ministre a estimé qu'on pouvait reprendre en respectant les normes de distanciation sociale les conseils communaux. C'est notre intention et j'espère pouvoir faire très vite, et au plus vite, ce serait le 11 mai, un conseil communal. Fixons-nous l'objectif environ du 11 mai, mais en tout cas avec l'impétueuse envie de retrouver les conseils communaux. La question suivante complète celle-ci. Vous dites qu'il y aura un conseil communal, mais on demande également s'il ne peut pas y en avoir 2 en mai et 2 en juin, afin de combler le déficit démocratique généré par les mesures indispensables de confinement. Oui, enfin, il ne faut pas tomber dans un autre excès. Nous avons été confinés, je vous l'ai dit tout à l'heure à l'entame de cette émission, nous avons été confinés et l'administration s'est mise quelque part en veilleuse en assumant et en assurant ces missions essentielles. Il va de soi évidemment qu'elle a géré au quotidien beaucoup moins de dossiers. Et donc, si nous pouvons tenir rapidement un conseil communal, nous allons le faire bien volontiers. Nous n'allons pas multiplier ou démultiplier des conseils communaux qui n'auraient pas de sens ou pas d'objet. Et donc, nous ferons les conseils communaux par rapport aux matières qui sont celles qui doivent être traitées. Nous n'allons pas inventer des conseils communaux avec des ordres du jour qui n'auraient pas de sens, juste pour le plaisir de se voir, même si c'est un plaisir de se retrouver. Encore une question pour vous, monsieur le bourgmestre. Accepteriez-vous d'organiser des débats entre tous les partis démocratiques, ouverts au public et permettant de mieux connaître la vie et les questions des Brennois ? Mais ça, c'est la définition même d'un conseil communal. Le conseil communal regroupe l'ensemble des partis politiques qui ont des représentants, c'est-à-dire ici à Braine-l'Alleud, l'ensemble des partis politiques démocratiques. Ce sont des partis qui sont élus à l'occasion des élections communales et qui sont, je crois, élus à tous les niveaux de pouvoir. Et donc nous sommes vraiment avec l'ensemble des partis qui contribuent à la vie citoyenne de la région, du pays, de la commune. Nous avons la possibilité de débattre de l'ensemble des dossiers qui sont mis sur la table par l'ensemble de ces partis. Et puis au-delà de ça, évidemment, les séances du conseil communal sont publiques. J'invite d'ailleurs tous les Brennois à venir aux conseils communaux. Très souvent, l'ordre du jour est fixé 15 jours avant le conseil communal et publié dans les organes de presse communaux. Et donc, vous pouvez connaître la date, mais très souvent, évidemment, aujourd'hui, on n'est plus dans l'ordinaire, mais très souvent, c'est le dernier lundi du mois et l'ordre du jour est publié une quinzaine de jours, 10 jours avant le conseil communal. Et au-delà de ça, vous le savez, depuis quand même pas mal d'années, il est possible pour un citoyen de poser directement une question au collège, au conseil communal, au travers de l'interpellation citoyenne. Je vous invite à y recourir et en permettant aux partis démocratiques d'être au conseil communal, de discuter de tous les sujets, en présence des Brennois, avec la possibilité pour les Brennois de poser des questions, je pense qu'on a répondu à la question. C'est la définition du conseil communal. Voilà, on va continuer dans les questions, mais cette fois-ci pour M. Van Aeren. Quelle a été la décision du collège par rapport à la demande de la province d'adopter des sanctions administratives pour lutter contre la propagation du Covid-19 ? OK. Bref, petit rappel, les premières mesures édictant et érigeant des comportements en infraction par rapport à la législation Covid étaient exclusivement de la compétence judiciaire. Donc là, nous trouvons plus ou moins mi-mars, fin mars. Ces infractions, ces comportements étaient réprimés sur base de la loi, si ma mémoire ne fait pas défaut, une loi sur la sécurité civile de 2002. Le législateur a dû donc adapter la loi sur les sacs pour permettre de réprimer les comportements infractionnels par rapport à la loi Covid et à la loi sur la sécurité civile, de les transformer en des sanctions administratives. Cette loi a été publiée voici 3-4 semaines. Et je me souviens que le collège communal se penchait sur l'adoption
de sanctions administratives communales sur base de cette modification législative. Et j'ai dû aviser en plein collège communal notre directeur général que sur base d'un avis juridique de l'Union des villes et communes, la loi qui était intervenue, qui transférait donc de la compétence pénale à la compétence administrative, la poursuite des comportements infractionnels, que cette loi était très discutable et donc il y avait une insécurité juridique. Entre-temps, cette insécurité juridique est levée et j'ai informé, à la demande d'ailleurs de notre procureur du roi, que j'ai au bout du fil jeudi dernier, j'ai demandé à notre collège de se pencher et sur cette question de pouvoir passer à des sanctions administratives communales. Et le processus est en cours et normalement nous passerons, pour autant, et je crains que nous devions encore constater des infractions, nous passerons probablement en sanctions administratives communales à partir de mercredi prochain. Monsieur le bourgmestre, une question par rapport à un non-respect de mesures de distanciation sociale qui auraient eu lieu lors de la soirée des mérites sportifs. Oui, alors, tout d'abord, les mérites sportifs, peut-être pour expliquer aux auditeurs, c'est une soirée où on met à l'honneur les sportifs brennois qui ont marqué l'année ou qui ont, à travers leur carrière, porté haut les couleurs de Braine-l'Alleud. Et c'est vrai que cette soirée qui s'est tenue le 10 mars rassemblait dans un endroit qui était un restaurant de l'entité, plus ou moins 250 à 300 personnes. Mais nous étions le 10 mars. Nous étions le 10 mars et nous avions pris les mesures, évidemment, à l'époque, qui étaient celles qui concernaient la gestion de crise. Le 10 mars, c'était à peine une semaine après les carnavals, notamment celui de Nivelles, qui rassemble des milliers de personnes. Et le 10 mars, c'était un jour avant un arrêté qui a été pris pour interdire les rassemblements. C'est un arrêté qui a été pris par le gouverneur pour interdire les rassemblements de plus de 1000 personnes. Et donc, le 10 mars, nous étions 250, et on fait apparaître un slide qui montre l'ambiance que j'espère rapidement retrouver de chaleur et de convivialité. Ça nous manque terriblement et c'est très agréable de voir ces photos avec différents conseillers communaux. Nous étions nombreux au niveau du conseil communal, j'y étais, mais je dois quand même dire que nous avions eu cette question de manière telle que l'après-midi, j'ai eu un échange avec le président de la régie communale autonome qui gère les infrastructures sportives à Braine-l'Alleud et qui, de concert, organise cette soirée avec la Maison des Sports. Et nous nous sommes posé la question de savoir si éventuellement il fallait tenir cette soirée. J'ai téléphoné au gouverneur l'après-midi qui m'a dit non, évidemment pas, puisque demain, j'envisage prendre un arrêté pour interdire les manifestations de plus de 1000 personnes dans les endroits fermés. Ici, si vous êtes 250 à 300, vous êtes largement en dessous de la norme qui sera édictée demain, et donc vous pouvez organiser la soirée, ce que nous avons fait. Alors je pense que c'est une soirée qui s'est, comme chaque année, très très bien passée. Je n'ai pas eu de retour de ce qu'il y aurait eu des personnes infectées à cette soirée. Je peux vous dire évidemment que c'est toujours facile de reconsidérer les événements lorsqu'on a les informations 1 mois, 2 mois plus tard. À l'époque, nous étions effectivement parfaitement dans les règles de légalité et nous avons parfaitement respecté les normes qui étaient en vigueur. Et donc cette soirée a eu lieu et j'espère pouvoir dire qu'on va encore en vivre beaucoup d'autres le plus rapidement possible. Une question pour Monsieur Lambret, je pense, puisque ça concerne l'Académie de musique et l'École des arts. Si vous pouvez y répondre, on nous demande s'il y a une reprise avant la fin du mois de juin. Et est-ce que c'est encore réaliste ou est-ce qu'il faut s'orienter vers la reprise des cours en septembre ? C'est une bonne question. Il faut savoir évidemment que nous dépendons d'organes supracommunaux. Et c'est très clair, hier, la Fédération Wallonie-Bruxelles a édité une circulaire qui state de manière très simple que les écoles artistiques sont fermées, purement et simplement, jusqu'au 30 juin. Donc il va de soi évidemment que malheureusement il faudra attendre la rentrée prochaine. Je suis juste informé qu'actuellement il monte une sorte de groupe de travail qui permettra à un moment ou à un autre d'évaluer l'impact de cette crise et surtout de préparer une rentrée dans les meilleures conditions pour l'année prochaine. Donc. Monsieur le bourgmestre, en parlant des ouvertures, on nous demande aussi si en fonction des décisions prises par le Conseil national de sécurité, on peut envisager une réouverture de la bibliothèque. Oui, effectivement, on peut envisager une réouverture de la bibliothèque. Nous allons suivre
les mesures qui seront édictées au fur et à mesure de la gestion de cette crise, je tiens quand même à dire qu'en ce qui concerne la bibliothèque, nous avons décidé de la fermer. Ça n'était pas obligatoire, mais c'est une décision qui a été faite de manière concertée avec la directrice de la bibliothèque, et je dirais même sur avis et recommandation de l'ordre des bibliothécaires, de l'association des bibliothécaires. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, sur la province, seulement 6% des bibliothèques sont ouvertes, et donc nous avons pris la gestion prudente. Néanmoins, nous avons pris comme option d'alimenter les boîtes à livres que vous trouvez de manière sporadique sur le territoire de Braine-l'Alleud. Nous les avons alimentées. Ça vous permet quand même d'avoir de temps en temps un roman sous la main. Et donc voilà, nous sommes pour une réouverture progressive. Nous allons nous mettre dans le sillon tracé par les dispositions fédérales. Actuellement, la bibliothèque est fermée. Ce sont des discussions que nous aurons avec le personnel de la bibliothèque dans les prochains jours. À présent, le centre culturel, il y a eu des mesures budgétaires prises fin 2019. Est-ce que la crise va impacter également celui-ci au niveau de ses recettes? Et quelle est la position du collège vis-à-vis de la situation du centre culturel? Monsieur le alors, en ce qui concerne le centre culturel, en ce qui concerne tous les services de la commune, il va de soi évidemment qu'aujourd'hui nous n'avons pas les chiffres des effets de la gestion de cette crise. Il est clair que de manière substantielle, les recettes vont diminuer et les charges vont augmenter, c'est clair. Et donc, tout le monde va faire un pas en arrière. Personne ne va sortir gagnant de cette crise. Il faut être responsable. Nous verrons évidemment quelles seront les missions essentielles qui devront être soutenues de manière significative. Et il va de soi, évidemment, que nous allons devoir réorienter certaines missions. Ce sera d'ailleurs l'objet de discussions avec une relecture du plan stratégique transversal, qui vraisemblablement doit être mis à jour à la suite d'une crise exceptionnelle, inimaginable, comme celle que nous avons vécue et que nous vivrons encore peut-être très longtemps. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, personne ne peut donner une date de sortie de crise. Aujourd'hui, on s'organise avec un déroulé, une sorte de planning qui a été proposé par le gouvernement, mais si vous avez été attentif aux discours qui ont été faits ce week-end, c'est évidemment vous dire voilà une prospective. Il n'est pas improbable de devoir faire marche arrière, parce que ce qui sera très important, c'est de vérifier comment progresse ou s'infléchit le Covid-19. Et donc, aujourd'hui, il est clair que nous n'aurons pas la possibilité de calculer toutes les incidences économiques, mais nous sommes conscients de ce qu'après la crise sanitaire, nous aurons évidemment une crise économique, sociale et financière. Et nous allons donc devoir nous concentrer dès à présent sur une relance économique, sur une gestion de crise sociale, pour pouvoir parer à toutes les éventualités. Monsieur Lambrette, on va à présent parler des seniors, puisqu'on se pose la question de savoir s'il y a une réflexion en cours sur la question des visites des familles aux résidents en maison de repos. Tout à fait, c'est une bonne question. J'ai notamment été interpellé par Katia, dont sa maman est au vignoble. Alors, il faut savoir, comme je l'ai dit, dans les maisons de repos, on le sait, les situations sont assez difficiles et les chiffres qui ont pu être transmis par voie de presse, notamment au vignoble, ont pu faire peur. Donc je voudrais avant tout rassurer. Il faut savoir que donc, on a testé l'intégralité des résidents. Et parmi les 109 résidents du vignoble, 32 sont actuellement positifs. Le plus important de savoir, c'est que la toute grosse majorité sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun problème de santé. Et surtout, il faudrait noter que c'est peut-être, et ça une nouvelle fois paradoxal, les plus heureux. Parce que nous avons décidé de les regrouper afin de faciliter les soins. Et ce sont des personnes âgées qui retrouvent une sorte de vie sociale. J'ai insisté qu'on mette quelques photos ici, on les voit jouer aux cartes, on les voit regarder à la TV, c'est assez paradoxal, mais c'est actuellement un choix qui a été fait pour faciliter les soins. Alors évidemment, c'est beaucoup moins réjouissant, mais nous devons également acter le décès de 5 résidents du vignoble, dont certains ont eu lieu au niveau du Chirec. Alors l'avantage, et vous l'avez compris, on en parle beaucoup dans la presse, ce qui vraiment fait le débat à l'heure actuelle, c'est la question des tests. Je l'ai dit, nous avons testé sous fonds propres les résidents, et l'AVIC, l'Agence Wallonne pour une vie de qualité, a testé l'intégralité de notre personnel ce jeudi. Je peux vous les donner aujourd'hui en prime time, je dirais avec quelques pincettes quand même. Nous avons sur les 117 tests qui ont été faits jeudi, j'ai eu les résultats il y a vraiment juste avant d'arriver ici, 2 personnes uniquement qui se sont révélées positives. C'est évidemment une excellente nouvelle. Et ce testing, une fois effectué, va nous permettre vraiment de développer une nouvelle phase de la crise. Une nouvelle phase de la crise où nous allons pouvoir recommencer à vivre. C'est-à-dire
nous allons pouvoir envisager, et c'est déjà très prochainement, ici dans la semaine à venir, des activités. Un chanteur, alors pour ceux qui connaissent, et pour les familles des résidents, le chanteur Nico, qui est apparemment la star internationale au Vignoble, sera présent cette semaine-ci. Mais surtout, et là c'est le plus important, c'est qu'on va penser tout doucement aux fameuses visites. Alors, il est évident que les familles ont besoin de voir leurs aînés. Mais le timing qui a été proposé par le gouvernement était peut-être un peu court. C'est-à-dire qu'en fait, en concertation avec l'ensemble des directions des maisons de repos, le bourgmestre a pris un arrêté qui interdit toute visite dans les 5 maisons de repos du territoire jusqu'au 15 avril. Alors, ça peut paraître long, mais c'est le temps nécessaire à ce que chaque maison de repos teste l'intégralité de son personnel, l'intégralité de son résident, et mette en place une structure qui permette, en toute sécurité, pour le personnel, pour les résidents, mais également pour les familles, de voir leurs parents, leurs tantes, leurs grands-mères. Donc, pour ceux qui connaissent bien le vignoble, et je vais m'adresser peut-être un peu trop ici aux familles des résidents, mais nous allons au niveau de la rotonde demander, je l'ai d'ailleurs demandé en concertation avec mon excellent collègue Henri de Tante, les chemins des travaux, et ses hommes, à créer une structure qui pourra venir en appendice à la maison de repos. Et nous aurons évidemment une séparation physique, probablement avec un peu de plexiglas ou une vitre en verre, organiser ces visites. Vous l'avez compris, le timing se situe donc, je dirais, pour être un peu plus flou, mais en tout cas pour ne pas s'enfermer dans un calendrier, dans les alentours de la deuxième moitié du mois de mai. Il va de soi qu'un courrier circonstancié sera envoyé à l'ensemble des familles pour qu'ils soient informés aussi des procédures. Et donc je reviens vite fait sur ces différentes photos que vous avez ici, vous les voyez. Il ne faut pas avoir l'image d'une maison de repos que je qualifierais parfois, j'ai vu certains s'exprimer de morbide, on a encore fêté les 100 ans d'une résidence entière. La vie reprend et je pense que les visites feront du bien à l'ensemble des résidents. Monsieur Lambret, de manière plus générale, qu'est-ce que vous avez mis en place pour la population plus fragilisée, les familles monoparentales par exemple? Alors l'idée ici qu'on a développée, et je parle en concertation avec la commune, c'est de ne pas avoir une approche trop scindante. Nous avons pris des mesures qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Alors la plus, je dirais, la plus porteuse, la plus symbolique, c'est évidemment cette ligne Covid, la ligne Covid-19. Je rappelle une nouvelle fois le numéro, c'est donc le 02 854 0800, qui permet à toute personne de solliciter une aide auprès de l'administration, qu'elle soit matérielle ou parfois simplement, je dirais, relationnelle, pour avoir une discussion. Mais il y a une population que nous avons voulu vraiment cibler, ce sont les aînés. Vous savez, les aînés, ce sont les personnes les plus fragiles face au coronavirus. Et c'est surtout pour Braine-l'Alleud, 7 774 personnes de plus de 65 ans, soit grosso modo 20% de la population. Donc qu'est-ce que nous avons fait pour ces aînés? Nous avons mis en place toute une série de services qui ont été rappelés dans un courrier qui a été envoyé à l'ensemble des aînés, quels qu'ils soient, tous domiciliés sur le territoire de la commune de Braine-l'Alleud, pour proposer ces services. Ça allait évidemment des classiques courses, qu'elles soient pharmaceutiques ou alimentaires, mais également des services comme la promenade d'un chien, le retrait de colis postaux. Et ensuite, par la suite, nous avons pris contact avec, je dirais, toutes les personnes âgées, toutes les personnes isolées, toutes les personnes qui en avaient manifesté le besoin, qui sont connues au CPAS, pour avoir régulièrement un contact téléphonique. Nous avons également, et ça c'est vraiment pour des cas particuliers, il y a une employée du CPS qui s'est portée bénévole, et si elle nous regarde, je voudrais la remercier, nous allons aller à domicile. Il faut comprendre que ça paraît contradictoire, mais dans certains cas, il faut qu'il y ait un contact humain direct. Ça se fera dans toutes les règles les plus élémentaires, évidemment, avec de l'équipement et 2 mètres de distance. La personne n'entrera évidemment pas dans le logement. Enfin, il y avait une question, je pense, et on en a beaucoup parlé dans la presse, sur les violences intrafamiliales, mais là, le commissaire Van Aren voulait faire un topo, donc je me permets de lui transmettre la parole. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, en ce qui concerne les violences intrafamiliales, il s'agit d'une priorité du procureur du roi. Quand il y a une infraction, elle fait d'office l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur du roi. Les circonstances font que, malheureusement, les conseillers communaux n'ont pas encore eu l'occasion de prendre connaissance du plan zonal de sécurité qui a été adopté au sein du Conseil zonal de sécurité le 15 octobre dernier et qui est revenu approuvé par les ministres de la Justice et de l'Intérieur il y a voici maintenant un bon mois. Il vous sera soumis pour information lors d'un prochain conseil communal. Je peux vous dire que les violences intrafamiliales, à la demande expresse de notre procureur du roi et sur base des constatations annuelles
des constatations annuelles que je présente chaque année, et sur base des chiffres, les violences intrafamiliales sont considérées comme une priorité dans notre zone de police. Donc il y a l'approche judiciaire, mais il y a également l'approche sociale, via notre assistante aux victimes, qui assure le relais avec toutes sortes d'associations, voire même le CPS. Je voudrais à ce titre ajouter, vous seriez étonné, et je ne peux pas vous le dire parce que je suis soumis au secret professionnel, du nombre d'informations que je communique, toujours couvert par le secret professionnel, à l'égard du CPS, lorsque je constate, sur base des rapports quotidiens de mes services, qu'une personne est en détresse. Et le fait d'être aussi répressif n'empêche pas d'avoir du cœur. Me vient à l'esprit un exemple très concret que je vais vous expliquer très brièvement. La semaine dernière, j'étais officier de police administrative de Gert. Ça signifie que je dois confirmer des arrestations administratives lorsque quelqu'un trouble l'ordre public. J'ai été amené à priver de liberté, à confirmer cette privation de liberté et à même inviter mes services à aviser le parquet car les infractions étaient de telle nature que le magistrat devait être avisé. Le lendemain matin, lorsque cette personne est sortie de cellule, a été entendue, j'ai pris la peine de descendre et de la rencontrer. Je lui ai expliqué quel était mon rôle, que j'étais un policier, que je l'ai privé de liberté, mais que ça ne m'empêchait pas de m'inquiéter quant à son sort, car j'étais bien conscient qu'elle traverse une période très difficile, et certainement cette période de Covid-19. Et je suis particulièrement heureux de constater que le lendemain, elle m'a envoyé un mail pour me remercier, alors que je l'avais tout de même privé de liberté, et que je lui ai dit qu'il y aurait des poursuites judiciaires, mais que grâce à ce bref échange, elle se prenait en main, qu'elle était hospitalisée et qu'elle mettait tout en œuvre pour que ça ne se reproduise pas. Ça, c'est également le plaisir de notre boulot. Une question de Loukama pour M. Lambrette concernant la situation des petits commerces qui ont dû fermer et qui ne pourront peut-être pas rouvrir tout de suite. Y aura-t-il une aide communale spécifique pour aider ceux-ci et si oui, sous quelle forme? Oui, merci. Je voudrais d'abord revenir un petit peu en arrière. On m'informe que j'ai parlé de visite pour la famille des résidents à partir du 15 avril. Vous aurez traduit, évidemment, ce n'est pas le 15 avril, mais c'est bien sûr le 15 mai. Mais cette question nous renvoie en fait vers toutes les mesures compensatoires qui sont proposées à un moment ou à un autre par les différents niveaux de pouvoir. Donc, vous l'avez vu, au niveau du fédéral, on parle beaucoup du droit passerelle pour les indépendants. On parle beaucoup au niveau région de la fameuse prime des 5 000 €, puis ensuite des 2 500 € pour ceux qui ont arrêté leurs activités de manière partielle. Et ça, c'est complété notamment par les fameux prêts ricochets qui sont octroyés au niveau de la région wallonne. Alors, la situation à Braine-l'Alleud, évidemment, elle est plus particulière. Elle est plus particulière parce qu'évidemment, il faut d'abord acter que la commune va voir ses recettes fondre. Je prends un exemple qui parlera à beaucoup de gens. Le cinéma, donc nous taxons la billetterie. Il faut savoir que ça rapporte grosso modo 50 000 € par mois. Pour le mois d'avril, pour le mois de mars, c'est 9 000 €. Pour le mois d'avril, de facto, ce sera zéro. Et donc, nous aurons au niveau communal une situation budgétaire qui sera compliquée. Ça, nous ne le nions pas. Néanmoins, et c'est affiché normalement sur le slide ici, vous avez pu voir qu'au fur et à mesure, avec une gestion rigoureuse, malgré une fiscalité basse, nous avons pu développer une sorte de matelas, un matelas financier qui s'élève aux alentours de 13 600 000 €. Et ce matelas nous permettra d'absorber le choc. Outre absorber le choc, ça permet également de mettre en place différentes mesures compensatoires. Alors, je le dis, la fiscalité est basse à Braine-l'Alleud et elle l'est aussi sur les indépendants. Vous avez vu dans certaines communes qu'on supprimait la taxe sur les terrasses, la taxe de séjour, la taxe sur les restaurants. Mais il y a toute une série de taxes que nous n'avons simplement pas. Nous ne taxons pas les débits de boissons, les terrasses, les restaurants, les débits de tabac, les surfaces commerciales, les parkings. Et donc, évidemment, nous ne pouvons pas les supprimer. Nous avons également des taxes qui sont déclaratoires et qui sont au prorata des activités économiques. Je pense par exemple, nous taxons la force motrice. Le commerçant, l'indépendant, déclarera le nombre de mois auxquels nous devrons le taxer. Et donc, bien évidemment, là, elle ira en descendant. Mais néanmoins, nous allons proposer un package, une sorte de mesures au prochain conseil communal. Parmi ces mesures, il y en a diverses. Il y a notamment l'annulation de l'ensemble des loyers des baux commerciaux de la RFI, donc vous savez, la régie foncière communale, les biens immobiliers communaux. Pour les restaurants, pour les commerces, nous ne demanderons pas de loyer.
nous ferons une prolongation de l'abonnement, notamment pour les abonnements de parking avec la société City Parking, mais aussi avec tous nos commerçants ambulants pour les marchés. Nous ferons un report de la taxation déchets pour les personnes physiques et morales, c'est-à-dire qu'on demandera un paiement de cette taxe plus tard dans l'année. Nous ne pouvons malheureusement pas l'annuler pour des raisons légales, mais nous ferons une annulation pour l'année prochaine, pour 2020, pour l'ensemble des quelques 600 personnes morales, pour un total de 58 000 €. Nous aurons également un report de cette taxe pour ces personnes morales pour cette année-ci. Donc vous l'avez compris, ce sont des mesures que nous allons mettre en place dans un premier temps, mais qui de toute façon sont des mesures qui seront soumises à l'approbation des conseillers communaux, comme l'a dit le bourgmestre, probablement aux alentours du 11 mai. Une question maintenant que nous avons reçue de Willy pour Madame Laurent. Comment en fait seront organisés les services au Chirec au niveau des consultations, des rendez-vous, etc. Alors pour l'instant, étant donné que nous sommes toujours en plan d'urgence hospitalier, seules les consultations urgentes et nécessaires peuvent se tenir. Donc le patient qui est dans une situation urgente ou qui nécessite une consultation urgente peut prendre contact avec les secrétariats et nous lui donnerons un rendez-vous en respectant évidemment toutes les distances de sécurité imposées. Et jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas une reprise d'activité normale. Nous attendons donc l'arrêt du plan d'urgence pour pouvoir reprendre des activités totalement normales. Mais les urgences et les nécessités sont assurées par tous les médecins de l'hôpital après appel du patient. Puisque je vous ai sous la main, on continue avec une question d'Aurélie qui se demande s'il en sera des personnes âgées de plus de 80 ans et qui sont à domicile. Est-ce que vous pensez qu'il sera envisageable de les tester d'ici le 18 mai, date où il serait envisageable de revoir ses proches? Alors, actuellement, donc, nous avons 3 types de détection possibles pour le Covid. Ce qu'on appelle la PCR, c'est un prélèvement qui se fait au moyen d'un écouvillon dans l'arrière-gorge et au niveau du nez. C'est le test le plus réalisé. Ensuite, nous avons un test de détection antigénique qui est moins fiable et donc qui est moins utilisé que le premier. Et enfin, nous attendons la possibilité de pouvoir tester sérologiquement, c'est-à-dire sur base d'une prise de sang, un plus grand nombre de personnes. Mais actuellement, nous n'avons pas l'autorisation pour tester les patients qui ne sont pas hospitalisés. Donc tout ça doit venir du fédéral. Et il est clair que si le test sérologique pouvait être réalisé, ça nous permettrait d'en réaliser à plus grande échelle. Mais donc actuellement, les personnes pouvant bénéficier de ces tests sont les personnes hospitalisées, les personnes qui entrent en collectivité pour la première fois. Je pense aux personnes qui vont en maison de repos ou des personnes qui sont dans une institution pour personnes handicapées. Et les dernières personnes qui peuvent être testées sont aussi toutes les personnes soignantes, le personnel soignant et le personnel d'aide aux personnes. Donc actuellement, nous n'avons pas la possibilité de tester les gens hors hôpital. Merci. On revient aux questions de solidarité maintenant et je m'adresse à M. Lambrette pour savoir quel a été le rôle de la commune par rapport à la plateforme BOE Solidaire mise en place par la province. Tout à fait, merci. Donc évidemment, la crise révèle les caractères de tout un chacun. On a vu des mauvaises choses, mais on en a vu beaucoup d'excellentes aussi. Il y a un véritable élan de bénévolat comme on n'en avait pas connu depuis très longtemps. Évidemment, nous nous sommes beaucoup reposés sur la fameuse plateforme de la province du Brabant wallon. Donc le site, c'est impactd.co, soit BOE Solidaire, qui est une initiative qui vise, je dirais un moment, à coordonner l'ensemble des volontaires sur la province. Donc nous avons invité tout Brennois qui nous a sollicité à un moment ou à un autre, se rendre sur le site ImpactD, donc sur la plateforme BOE Solidaire, à remplir le formulaire et à choisir quelles sont ses disponibilités, quels sont les services pour lesquels il voudrait aider. Et donc nous avons vraiment pu nous reposer, et là je dois admettre le rôle proactif de la province, sur cette plateforme qui a fait cette coordination. Il va de soi évidemment que cette offre de volontariat, nous l'avons activée également sur Braine-l'Alleud directement, via les canaux communaux. Je pense notamment au fait que, comme nous l'avons dit, nous avons distribué une centaine de milliers de masques, ce qui représente quand même un certain nombre d'adresses, et certains ont pu donner un coup de main pour faire ces distributions. L'élan de volontariat, de bénévolat, a été particulièrement important, et nous ne savons vraiment pas comment remercier l'ensemble des bénévoles. Il y avait une question que j'ai pu voir de Benoît,
qui demandait si une meilleure coordination pouvait se faire au niveau de ces bénévoles. Il va de soi que le collège y a toujours été attentif. Et l'Échevin, qui a ses compétences, M. Matagne, y travaille notamment par le biais de la maison des associations. Nous savons que c'est un endroit qui leur est dédicacé, qui évidemment, vu les circonstances actuelles, connaît un départ assez particulier, mais je suis sûr que nous pourrons vraiment créer là la base d'une meilleure coordination entre les bénévoles et la commune de Braine-l'Alleud. Monsieur Van Aren, sur base des PV dressés, quel bilan faites-vous sur le comportement des habitants et comment pensez-vous y remédier? Écoutez, on n'a pas fait de compétition entre zones de police quant au nombre de PV. Je vous dis d'emblée, je sais plus ou moins ce qui se passe ailleurs. Il y en a qui ont plus de PV, il y en a qui ont moins. Je vais simplement dire ceci, c'est que Braine-l'Alleud est une commune avec une bonne population, et donc dans l'ensemble, les obligations légales sont respectées, et je m'en réjouis. J'ai abordé brièvement le problème des récidivistes. Bien entendu, je suis tenu au secret personnel, je ne peux pas dévoiler qui. Je peux simplement constater, et je le regrette, ce sont des gens qui, de toute façon, la plupart du temps, pour ne pas dire 365 jours sur 365, ont un comportement inadapté. Donc je ne m'étonne pas qu'ils ont, et je le regrette, un comportement également inadapté en cette période de Covid. Nous avons également une question de Gwen qui se demande si la commune peut refuser le traçage par GSM, dont on parle assez bien. Oui, je comprends la préoccupation de Gwen par rapport à la protection de la vie privée. Aux dernières nouvelles, il ne serait plus question de passer à ce mode de traçage qui semble effectivement être, je dirais, poser problème au niveau de la protection de la vie privée. Maintenant, si tel devait être le cas, s'il y a tout de même une législation fédérale, elle est d'application sur l'ensemble du territoire et il appartient alors, je dirais, nous devons l'appliquer, puisque c'est une législation, si tel devait être le cas, et tout un chacun peut la contester devant la cour d'arbitrage. Monsieur le bourgmestre, ce n'est pas une question directement liée à la crise, mais elle a quand même été largement posée par Gwen, Céline et Béatrice qui se demandent quel a été le rôle de la commune par rapport à l'implantation de la 5G et pourquoi ne pas avoir demandé l'arrêt des installations. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gesticulations ces dernières semaines et le moment était vraiment mal choisi par Proximus. Arriver dans une période de crise avec quelque chose, et on le sait, qui va provoquer beaucoup d'émoi dans la population, c'est évidemment une maladresse. C'est évidemment une maladresse pour les gestionnaires, mais c'est un bon coup de pub pour Proximus, parce que Proximus a donné une image d'être quasi le seul à s'occuper de la 5G sur le territoire du pays. Mais qu'en est-il de la 5G? En fait, Proximus a proposé d'installer une 5G Lite. C'était malin, c'était une manière d'intervenir dans un débat pour dire voilà, nous, on a les compétences pour démarrer rapidement. Qu'en est-il? La 5G Lite, c'est une 5G qui n'en est pas une, je ne sais même pas trop bien ce que c'est d'ailleurs, mais qui a fait l'objet néanmoins de tests que l'IBPT, qui est l'institut qui contrôle les émissions, que ce soit en matière de GSM, en matière de pylônes, d'antennes, enfin bref, c'est l'organisme public qui contrôle les émissions, les radiations d'émissions, a estimé que le Proximus ne débordait pas par rapport aux normes wallonnes en ce qui nous concerne, qui sont nettement plus strictes que les normes qui sont recommandées par l'OMS. Et donc, l'installation de la 5G, en ce qui me concerne, je l'ai pris comme un coup de pub de Proximus, parce que l'installation de la 5G ne pourra se faire qu'après les autorisations qui sont des autorisations régionales. Donc c'est le Parlement régional, c'est le gouvernement actuellement régional qui est en charge de l'implémentation de la 5G. Et les personnes qui m'ont directement interpellé sur le sujet, et il y en a eu quelques-unes, il n'y en a pas eu des milliers, mais il y a des pétitions qui se sont organisées et j'ai eu peut-être une centaine d'interpellations. Je leur ai systématiquement répondu un courrier qui était le suivant, et je l'ai ici sous les yeux, et qui faisait référence d'ailleurs à la décision qui devra être prise par le gouvernement wallon. C'est une décision qui me met assez à l'aise parce que je suis tout à fait en adéquation avec la déclaration de politique gouvernementale qui dit ceci, et je vous la lis
vous pouvez trouver ce texte dans la déclaration de politique gouvernementale, qui est la déclaration qui a été faite le 9 septembre 2019. Vous trouvez cela à la page 18 et 19. Que dit le gouvernement? Il dit ceci: les nouveaux déploiements technologiques en matière de transmission des données 5G et autres se feront après évaluation sur le plan environnemental, de la santé publique, de l'efficacité économique, de la sécurité des données et de respect de la vie privée. La mise en œuvre de la 5G respectera les conditions du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par le rayonnement non ionisant généré par des antennes émettrices stationnaires. Et alors la suite qui est très importante, un groupe d'experts désignés par le gouvernement, entendez le gouvernement wallon, comprenant des experts de l'environnement, de la santé, de l'économie régionale, de la sécurité des données et du respect de la vie privée, procédera à des évaluations régulières et examinera si les conditions du décret, dudit décret, du 3 avril 2009, doivent être adaptées à terme. En clair, je trouve que la décision qui a été prise dans le cadre de la déclaration de politique me convient bien. Elle est, me semble-t-il, une décision de bon sens qui allie le principe de précaution au développement de la technologie. Et donc je voudrais dire à ces personnes qui ont vu certaines communes gesticuler sur le sujet que ce n'était pas l'endroit du débat et que la déclaration de politique me convient comme bourgmestre de Braine-l'Alleud puisqu'elle, retient le principe de précaution au travers d'un comité d'experts sous l'égide du gouvernement wallon, piloté par le ministre Henry. Et donc j'imagine que ça devrait rassurer les plus sceptiques quant au déploiement de cette 5G qui n'a pas été faite d'ailleurs, puisque, compte tenu de ces dispositions, Proximus a annoncé qu'il arrêtait tout déploiement d'une 5G light. Bref, je n'ai pas compris pourquoi il y a eu un tel emballement, mais j'ai compris évidemment que le geste de Proximus était assez fin que pour se placer dans un débat de marketing qui pourrait faire croire qu'ils seront les seuls à se mettre dans cette nouvelle technologie. Cette technologie viendra après discussion. Elle viendra ou ne viendra pas, je ne suis pas qualifié et je ne suis pas un représentant du groupe d'experts, viendra après la précaution, basée sur ce principe de précaution qui sera tiré des enseignements remis par les experts. Donc voilà, je voudrais rassurer la population, ne pas partir dans des emballements excessifs, comme on a pu les vivre ces derniers mois. Je voudrais que chacun garde son sang-froid, son sérieux, et que chacun reprenne ses compétences pour les exercer de manière idoine. Parce qu'il est extrêmement indisposant de voir des personnes qui sont d'ailleurs experts en tout, et parfois en 5G, en Covid-19, en santé publique, donner des avis sur tout et son contraire, et qui finalement ne participent pas au vrai débat, qui aura son temps, son lieu, le gouvernement wallon, le Parlement wallon, et qui aura son moment après les dépôts de rapports. Donc, aujourd'hui, principe de précaution, demain, discussion, après-demain, je ne sais pas quand, vraisemblablement, nous verrons l'utilité de développer cette technologie. Voilà. Monsieur le bourgmestre, une autre inquiétude a été formulée par les conseillers communaux et Céline au sujet du projet immobilier Bellecour, le site de l'ancien lycée. Alors, ils demandent quelles sont les améliorations qui ont été apportées par rapport au dernier projet soumis à enquête publique, quelle charge d'urbanisme, comment comptez-vous gérer les voitures de tous les ménages de ces appartements ainsi que les visiteurs des magasins? Oui, alors, je voudrais quand même circonscrire le débat. Nous sommes dans un débat qui est lié au coronavirus. La 5G, j'y ai trouvé un critère de rattachement parce que j'ai reçu certains courriers qui estimaient qu'on voyait plus de cas de coronavirus où, dans certains pays, la 5G était déjà développée. Je laisse c'est dire aux experts. En ce qui concerne évidemment l'urbanisme, je tiens à faire d'abord une communication générale, c'est de rassurer tout le monde, de ne pas croire au grand complot et que les permis qui ont été délivrés durant cette période de confinement, ces permis qui ont été délivrés ouvrent évidemment des droits à des recours qui, au niveau de la computation des délais, démarreront après la période du confinement. Ce qui veut donc dire qu'au fond, les permis qui ont été délivrés
comme le permis du lycée, tombe à un moment où on offre plus de délais aux personnes qui souhaiteraient examiner l'opportunité d'un recours, puisque les délais légaux ne démarreront qu'après la période de confinement. En ce qui concerne le lycée, évidemment, personne n'est surpris que ce dossier avance. C'est un dossier qui date de 2004. Et donc, c'est un processus qui a pris du temps et pour lequel nous avons délivré, il y a de cela quelques jours, le permis. Je vous l'ai dit, ceux qui veulent consulter, c'est quand même un permis de bâtir qui, je crois, fait plus de 60 pages de mémoire au niveau de son dispositif de conclusion. Si nous voulons en discuter, je vous propose de prendre, après la période du confinement, rendez-vous avec les chemins de l'urbanisme. C'est un dossier qu'il connaît bien, c'est un dossier qu'il a géré de manière collégiale avec le collège, et c'est un dossier qui, nous le pensons, permettra vraisemblablement de revitaliser le centre-ville. Et donc nous y avons porté une grande attention, notamment au niveau des charges d'urbanisme. Alors je peux vous dire comme ça à brûle pour point qu'en ce qui concerne les charges d'urbanisme, elles sont nombreuses, mais celle qui doit attirer le plus l'attention, c'était au niveau des parkings, par exemple. Nous avons demandé de mettre dans le projet qui comporte plusieurs centaines d'emplacements de parking, 30 places supplémentaires à disposition du public, etc., etc. Mais je ne veux pas cantonner le débat sur un permis qui est extrêmement compliqué, qui finalement est le résultat de près de 15 ans de travail et que vous pourrez consulter dans de bonnes conditions dans les tout prochains jours. Je vous propose d'y revenir à un autre moment. Monsieur Lambrette, pour les plus jeunes Brennois, comment s'est organisé l'enseignement pendant le confinement? Est-ce qu'il y a eu des cours à distance? Est-ce que les travaux ont été corrigés et évalués par les enseignants? Oui, tout à fait. Alors bon, les écoles, évidemment, le mot d'ordre était de conserver l'accueil, donc une garderie, pour le personnel de première ligne, donc on en a déjà souvent parlé, le personnel qui a des fonctions essentielles, et également pour les enfants dont la seule solution de garde était la grand-mère, le grand-père, bref, un senior. Alors, il faut savoir que les Brennois ont très bien appliqué ce principe, puisque dans les écoles communales, on a recensé en moyenne 6 enfants sur les quelques 800 élèves qu'on accueille habituellement. Alors, la première semaine, soyons francs, il n'y a pas eu de cours à domicile ni de transmission, mais ça s'est fait très rapidement. Dès la deuxième, il y a eu un contact permanent par Facebook, par tous les moyens sociaux possibles et inimaginables, pour transmettre du travail. On en a déjà parlé souvent dans les médias traditionnels, il n'y a pas eu de nouvelles matières. On s'est contenté de faire de l'approfondissement, de faire des remédiations. Il faut savoir que il y avait également une question de savoir à un moment quand est-ce que l'école et comment l'école va reprendre. Alors c'est un débat qui déchaîne les passions actuellement. Il y a eu donc cette fameuse circulaire qui est tombée hier, qui est assez précise, qui fait au total 15 pages. Et donc à partir du 18 mai, qui sera la première date précise, il y aura 2 jours par semaine maximum en fonction des possibilités. L'accueil pour les 6e primaires et les dernières années en secondaire, 6e ou 7e. À partir du 25 mai, qui sera la deuxième date, et toujours compte tenu des possibilités de respect des normes et de l'évaluation de la situation sanitaire, 1 jour par semaine maximum pour les premières primaires et si possible les 2e primaires, 2 jours par semaine pour les 2e secondaires. Cette rentrée qui se fera dans des conditions très strictes et ça a été fortement cadenassé. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, les normes sont d'abord au niveau de l'équipement. Il est prévu que tout le personnel porte un masque en tissu, également valable pour tous les enfants de plus de 12 ans. Le personnel de santé ainsi que le personnel d'entretien portera également des gants. Il est également prévu de limiter les classes à 10 enfants. Il faut que chaque enfant puisse bénéficier d'un espace de 4 mètres carrés et de 8 mètres carrés pour le professeur. Donc vous l'aurez compris, il faudra 48 mètres carrés pour respecter cette norme. Cela sera en complément de toute une série de mesures que nous connaissons excessivement bien, la distanciation sociale, le respect des gestes barrières, le lavage de mains avec de l'eau et du savon à de très nombreuses reprises, mais également l'entretien poussé, je dirais, des locaux, avec un nettoyage chaque jour et s'il y a eu un changement d'occupation après chaque occupation. Donc vous l'avez compris, ce sont des normes très contraignantes. L'idée est, pendant les prochaines semaines, ici, jusqu'à ce premier retour le 18 mai, d'étudier les possibilités. Ça se fera en concertation avec le personnel, mais également avec les parents, le plus souvent, si possible, par visioconférence. Et je profite aussi de répondre à cette question, vous l'aurez compris, c'était la question de Nathalie. Les maternelles, par contre,
il n'est absolument pas prévu un retour, et ce, jusqu'à nouvel ordre, comme le précise la circulaire à laquelle je me réfère. Monsieur Lambrette, les conseillers communaux s'inquiètent de savoir s'il y a une aide apportée aux élèves qui ne disposaient pas de matériel. Alors effectivement, dans tout ce dispositif que nous avons mis en place, l'idée était de mettre à disposition en cas de demande. C'était notamment le cas, je l'ai dit, on envoyait des documents par voie électronique. Si les parents faisaient la demande de les avoir par voie postale, c'était tout à fait possible. Mais aucune demande n'est parvenue à l'échevine dans l'enseignement, et donc je dois répondre négativement par cette demande. Et comment ont été organisées les garderies? Est-ce que ça s'est fait sur base volontaire? Pour combien d'enfants? Et est-ce que vous avez fourni des masques au personnel? Donc, comme je l'ai dit, nous avons en moyenne accueilli 6 enfants sur la capacité totale. Ça s'est fait sur base, non pas volontaire, mais d'une rotation des enseignants. Et effectivement, il n'y a pas de gants qui ont été fournis, seulement, je dirais, en perspective du déconfinement, ici prochainement, cette semaine-ci et la semaine passée, notamment des visières. Il n'y a pas eu de demande tout simplement parce qu'il n'y avait aucune demande et aucune obligation quand même du pouvoir supérieur qui est la Fédération Wallonie-Bruxelles. La question a également été posée pour les crèches. À l'heure actuelle, effectivement, je confirme que dans les crèches, il n'y a pas de port de masque généralisé. Nous sommes en attente de l'ONE qui préconise les normes à respecter dans les crèches, les lieux d'accueil de la petite enfance et chez les accueillantes d'enfants. De soi que nous avons déjà proposé au personnel via une note de service qui est partie ici en fin de semaine, le don de plusieurs masques en tissu qu'ils pourront solliciter, mais nous attendons des consignes plus strictes et plus fines dans les prochains jours. Et quelques conseillers communaux vous demandent de confirmer que le personnel qui travaille dans les 2 crèches communales n'a pas reçu de masque de protection. Si c'est le cas, merci de nous expliquer la raison de cette non-distribution. Tout à fait, donc je viens d'en parler. La première raison, évidemment, c'est que je n'ai pas été sollicité pour en avoir, mais la deuxième qui est la plus importante, c'est que l'ONE, donc qui est le pouvoir qui édicte les normes dans les crèches, à un moment n'a pas imposé ce port du masque. Il faut savoir également, j'ai quand même les chiffres ici sous les yeux, les crèches ont une capacité totale de 186 lits. Il faut savoir que le 16 mars, donc après les consignes qui précisaient que seuls les enfants du personnel de première ligne accédaient aux crèches, on en a compté 56. Ce chiffre est tombé à 25 le lendemain, le 17 mars, et depuis le 23 mars, nous avons en moyenne entre 6 et 10 enfants, ce qui est évidemment très faible et ce qui permet de respecter toutes les normes en vigueur de distanciation. Je tiens également à préciser, et ça me semble important, que ça a déjà été rappelé, les crèches constituent un milieu particulier où l'hygiène, de manière générale, et pas uniquement lors de cette crise sanitaire, est particulièrement poussée et où toutes des mesures très très strictes, une nouvelle fois imposées par l'ONE, sont respectées tout au long de l'année. Encore une question pour vous, Monsieur Lambrette, de Claire, qui s'inquiète de savoir si les crèches seront ouvertes aux enfants des parents qui travailleraient tous les 2 en télétravail. Alors, de nouveau, je sais que c'est une réponse qu'on n'aime pas entendre, mais la réponse, je ne peux pas la donner aujourd'hui. J'ai eu un mail de l'ONE qui précisait que la ministre a rencontré les différents acteurs de la petite enfance et qu'on aurait une communication cette semaine. Alors, évidemment, je vais vous dire qu'on va l'attendre, cette communication. Va de soi, à mon avis, qu'on va connaître dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, une augmentation progressive du nombre d'enfants qui sont accueillis dans nos crèches et que nous adapterons cette augmentation à la demande et à la capacité d'ouvrir de nouvelles structures et d'assurer l'encadrement nécessaire. Monsieur le bourgmestre, nous avons une question de Philippe qui se demande si les événements prévus cet été seront organisés. Et dans la même lignée, une question de Laurent qui demande si la braderie pourra être maintenue. Et si oui, s'il y a des mesures qui vont être mises en place. Ouais, c'est une très bonne question qui nous anime évidemment. Est-ce que les événements vont être maintenus? C'est clair qu'aujourd'hui, on est encore avec beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du virus. Les événements qui rassemblent plus de 50 personnes sont interdits jusqu'à la fin du mois d'août. La braderie, c'est le premier week-end de septembre, et donc on est juste, je dirais, à la reprise des activités, ou en tout cas de ce qu'on espère, une reprise des activités totales, avec un déconfinement total. Mais ça n'est pas garanti. Ça n'est pas garanti. Et donc, en clair, la plupart des activités sont annulées. Les activités qui regroupent moins de 50 personnes ont été notifiées auprès du service du gouverneur qui va vraisemblablement se pencher sur la question pour voir ce qui est possible ou non de maintenir. Et au-delà de ça,
à partir du 1er septembre, il n'est pas improbable que nous puissions, si les choses se passent telles qu'elles sont prévues, il n'est pas improbable que nous pourrions retrouver l'ensemble des activités qui sont nombreuses à Braine-l'Alleud, puisque quasiment chaque week-end, il y a quelque chose, on parle de la braderie, c'est le premier week-end du mois de septembre, mais très vite vient la journée du cheval, et ce sont des animations à Braine-l'Alleud qui regroupent chaque fois et qui rassemblent des milliers de personnes. Alors, il y aura évidemment un après-confinement, il y aura, je l'espère, le plus vite possible, un retour à la vie normale. Est-ce que ce sera déjà au mois de septembre? J'ose l'espérer, mais je ne peux pas le garantir. En tout cas, si c'est possible, il n'entre pas dans mes intentions d'être plus strict que les mesures qui seront édictées au niveau du gouvernement. Et je crois que la braderie est peut-être un moment qui sera attendu par les commerçants pour vivre une relance économique. Et au niveau de cette relance économique, j'aimerais peut-être compléter ce qui a été dit tout à l'heure par M. Lambret, puisque au niveau économique, nous sommes en train de réfléchir de manière concertée avec l'ensemble des outils provinciaux. Au niveau de la province, du Brabant wallon, nous avons quand même pas mal d'outils économiques, pas mal d'outils financiers, et nous tentons d'avoir une réflexion qui permette d'intégrer l'ensemble de ces moyens, l'ensemble de ces outils, pour avoir une sorte de relance concertée et structurée, pour ne pas voir des initiatives qui pourraient partir dans tous les sens. On l'a vécu avec les masques. Les plus débrouillards ont réussi peut-être quelque chose que les autres n'ont pas imaginé, mais sur le plan économique, nous voulons plus de structure. Et sous l'égide du président du collège, Mathieu Michel, des réunions s'organisent, notamment avec les acteurs et notamment avec des experts qui sont en train de rédiger un rapport pour voir comment participer au mieux et le plus rapidement possible à la relance économique de nos communes. Donc voilà, aujourd'hui les événements de plus de 50 personnes sont annulés jusqu'au 31 août. La braderie, qui est un moment de relance économique, aujourd'hui, quand je vous parle, est maintenue. Il faudra voir comment évolue le virus. Ça n'est pas écrit, comme le dit la Première ministre, dans du marbre, mais aujourd'hui, ça n'est pas annulé comme les événements qui sont prévus, normalement prévus pour le mois de septembre. Donc, j'espère qu'on pourra les vivre. Ça voudra dire qu'on a pris, je dirais, l'ascendant sur le virus. Madame Laurent, Eric nous demande si on ne risque pas d'avoir des décès pour des problèmes autres que le Covid, parce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Alors, il est clair que peut-être les gens ont peur, mais moi je voudrais les rassurer en leur disant que voilà, s'il y a un problème de santé qui est là et qui est urgent, qu'ils ne doivent pas attendre. Nous avons bien séparé les patients Covid des patients non Covid, que ce soit aux urgences ou dans notre circuit de consultation. Et donc j'invite les personnes ayant une crainte pour leur santé ou se sentant mal ou malade, à venir à l'hôpital et ils seront dirigés, que ce soit dans la filière Covid ou dans la filière classique, ils seront dirigés vers un spécialiste qui pourra répondre à leurs questions et surtout les prendre en charge au niveau médical si besoin. Nous avons encore des unités qui fonctionnent, des unités qui ne sont pas Covid et donc les gens ne doivent pas être effrayés de venir à l'hôpital. S'ils sont malades, nous les accueillerons. Monsieur Lambret, Sonia s'inquiète de savoir si on est obligé de mettre ses enfants à l'école. La circulaire, en tout cas, est très claire. Je l'ai ici sous les yeux. Elle précise qu'un masque en tissu doit être porté par les élèves à partir de la 6e année du primaire et tous les élèves du secondaire, et ce, tout au long de la journée. Monsieur le bourgmestre, au niveau de la réorganisation des services, Grégory se demande si on a une idée de la date de réouverture de la maison communale. Laura se demande comment fait-on pour la carte d'identité, la Kids ID. Peut-on faire pour Daphné un changement d'adresse ou faut-il téléphoner pour prendre rendez-vous? Bon, alors en ce qui concerne évidemment l'administration, j'attire votre attention sur le fait que nous avons un e-guichet et qu'à partir de là, vous pouvez déjà avoir beaucoup de documents, notamment de l'état civil et du service population. On ne le dira jamais assez. Ouvrons-nous et tournons-nous. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait fait un bond numérique. Il y a des nouvelles technologies qui permettent d'avoir des documents plus facilement. En plus, vous les obtenez par voie postale gratuitement. Alors pour le reste, la Kids ID, ça c'est un document qui n'est pas obligatoire. Et évidemment, comme c'est un document
qui, comme les passeports d'ailleurs, est plutôt approprié pour les déplacements, et qu'aujourd'hui nous étions dans une période de confinement, que les voyages à l'étranger ne sont pas possibles, les passeports comme les Kids ID ont été reportés à une période ultérieure, sine die, et on verra comment les choses vont se réorganiser. Et l'ouverture de l'administration va se procéder de manière progressive. Aujourd'hui, c'est sur rendez-vous. On ne prend que 2 rendez-vous en première ligne. Au même moment, c'est assez bien organisé. Les distanciations sociales sont assez confortables parce que nous avons des espaces qui permettent effectivement de respecter cela assez facilement. Nous allons voir comment progressivement revivre normalement, parce que le confinement n'est pas quelque chose de naturel que nous allons vivre indéfiniment. Nous allons devoir sortir de ce confinement. C'est pour ça qu'on parle d'un déconfinement progressif. Et dans ce déconfinement progressif, il va de soi que les habitudes vont revenir, les choses vont revenir à la normale, et l'administration va redevenir une entreprise qui fonctionnera normalement, c'est-à-dire comme nous l'avons toujours souhaité, avec une proximité, la proximité que nous voulons tenir à l'égard de notre population. Il va de soi, évidemment, que nous n'avons pas aujourd'hui les délais, nous n'avons pas les dates, mais nous avons l'ambition et nous allons y travailler rapidement. Monsieur le bourgmestre, Jean demande pourquoi la déchetterie qui a rouvert ses portes n'accepte que les déchets verts et pourquoi il faut y être plus protégé qu'en allant faire ses courses. C'est une bonne question et je la comprends. C'est une bonne question parce que, et là on voit évidemment la lasagne belge avec ses institutions, les déchetteries n'ont jamais fermé en région bruxelloise, elles sont ouvertes depuis plusieurs semaines en région flamande, et Braine-l'Alleud évidemment en région wallonne, qui est juste à côté de la région flamande et pas tellement plus loin de la région bruxelloise, peut évidemment au niveau de sa population poser, ou en tout cas se poser ces questions. C'est parce qu'en fait nous sommes dans une compétence régionale et qu'il y a eu en Wallonie, au niveau de la réouverture des parcs, il y a eu véritablement une discussion très forte entre la ministre Tellier et les syndicats. Les syndicats étaient opposés à la réouverture des parcs. Et donc les choses ont été faites de manière progressive, ventilée et sur accord, notamment accord avec les travailleurs et les syndicats. Ici à Braine-l'Alleud, nous vivons une situation un peu particulière puisque nous ne sommes pas dans la constellation des parcs qui sont gérés par l'INBW. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, évidemment, pour ne pas avoir un statut totalement différent et une incompréhension encore plus profonde entre les habitants de cette province, nous nous sommes calqués sur la politique des parcs de l'INBW, encore que nous avons gardé les journées et les heures d'ouverture telles qu'elles étaient normalement prévues. C'est ainsi que nous sommes, par exemple, ouverts le samedi, ce qui n'est pas le cas des parcs INBW. Alors pourquoi les déchets verts dans un premier temps? Mais parce qu'en fait, au niveau des déchets verts, c'était la demande la plus forte. Nous vivons dans une commune qui est quand même fort campagnarde, avec des propriétés qui ont des jardins, des haies, des pelouses, et il y avait une forte demande de ce type-là. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par ouvrir exclusivement pour les déchets verts. J'ai une bonne nouvelle. Dès demain, lundi, il y aura également la possibilité de déposer les plastiques durs, les papiers et les cartons. J'attire toutefois votre attention sur le fait que ce sera un seul flux. Donc si vous arrivez, que vous voulez déposer des papiers et cartons, vous ne pouvez avoir que des papiers et cartons et ne pas mélanger les papiers et cartons et les déchets verts. Ainsi de suite. Pour les plastiques durs, c'est la même chose. Les PMC ont continué à être ramassés, les déchets ont continué à être ramassés, et donc nous avons essayé vraiment de pouvoir dégager en termes de salubrité publique du mieux qu'on pouvait les ordures ménagères. Je pense qu'il n'y a pas eu d'interruption à Braine-l'Alleud. Il y a eu un jour d'interruption au niveau de la collecte des papiers, sinon tout a fonctionné plus ou moins normalement, enfin quelque chose de plus ou moins normal dans cette période. Et donc le parc à conteneurs a rouvert, et dès demain, retenez, il sera possible également de déposer vos papiers et cartons, vos déchets verts toujours évidemment et depuis déjà une semaine, et également les plastiques durs. Mais un seul flux, retenez un seul flux, c'est l'un ou l'autre, mais pas l'un et les autres déchets. Voilà. Monsieur le bourgmestre, Aurélie, Laurent et Céline ont apparemment envie d'aller nager. Alors il se pose des questions concernant le chantier de la piscine
Et il voudrait savoir si l'ouverture est toujours prévue pour la rentrée scolaire, outre l'organisation pratique qui demandera d'autres précisions. Oui, alors en ce qui concerne les chantiers, grosso modo, les dates qui étaient prévues, évidemment, ont été un peu bousculées dans le calendrier, mais la piscine, qui est le chantier attendu pour cette année, est un chantier sur lequel on a pu continuer à travailler, puisque les travaux d'aménagement extérieur permettaient le maintien du chantier en respect avec les normes, les règles de distanciation sociale. Et donc, on a pu continuer plus ou moins normalement les aménagements extérieurs, qui sont d'ailleurs toujours en cours, bien sûr. Et le chantier piscine est quasiment, lui, terminé. Ce qui veut donc dire qu'on a une infrastructure qui est quasiment aboutie. Nous avons pour l'instant les aménagements extérieurs qui sont en cours. Évidemment, il est possible d'enregistrer, d'observer certains retards liés notamment à l'approvisionnement des matériaux, les centrales à béton, les centrales d'asphaltage. Mais néanmoins, nous avons l'ambition de maintenir le calendrier. Mais encore une fois, avec tous les aléas liés évidemment aux injonctions qui viendront des autorités fédérales. Vous le savez, les infrastructures sportives sont actuellement fermées. Elles vont rouvrir progressivement avec interdiction de fréquenter les vestiaires, de fréquenter les douches. Il va de soi évidemment que pour une piscine, vous n'allez pas arriver à l'endroit des gens en maillot de bain et que donc par voie de conséquence, c'est aujourd'hui toujours prévu, sa fermeture est toujours prévue et il n'y a pas de date d'ouverture. Ce qui nous met évidemment en indélicatesse par rapport à l'ouverture de ce nouveau service. Puisque, vous le savez, la piscine, elle est en construction, elle devrait ouvrir normalement début septembre, mais nous n'avons pas la garantie de ce qu'elle puisse ouvrir début septembre. Nous serons vraisemblablement au niveau de l'outil en ordre de marche, en ordre de fonctionnement, mais nous devons avoir beaucoup de discussions avec la régie des sports, parce que la réalité, c'est que pour pouvoir ouvrir, il faut engager du personnel. C'est un nouvel outil qui n'a pour l'instant qu'un employé, le directeur. Et ce directeur doit constituer et composer ses équipes. Il va de soi, évidemment, qu'on ne va pas engager aujourd'hui des personnes dont on ne sait pas quand est-ce qu'elles pourront prendre effectivement leurs fonctions. Et donc ça, c'est un hiatus qu'il va falloir corriger très prochainement. Et nous espérons pouvoir avoir des réponses plus précises qui permettront de nous organiser pour pouvoir démarrer l'ouverture de cette piscine dans les délais prévus. Nous ne désespérons pas, mais évidemment, il va de soi que les paramètres qui viennent, je dirais, parasiter ce qui était prévu, nous n'avons pas la main sur ces paramètres et nous devrons nous soumettre à des décisions qui viendront des pouvoirs supracommunaux. Et donc, le chantier, les aménagements, la piscine pourraient vraisemblablement respecter l'agenda convenu, c'est-à-dire être ouverte le 1er septembre. Malheureusement, nous ne pouvons pas le confirmer, d'une part parce que nous n'avons pas la garantie que les mesures de confinement pour cette activité seront levées au moment du 1er septembre. Madame Laurent, MIA demande ce qu'il y a de prévu pour les enfants de moins de 3 ans. Alors, au niveau des masques, le masque n'est pas préconisé chez les enfants en dessous de 3 ans pour 2 raisons précises. C'est que, premièrement, l'enfant de 3 ans, de moins de 3 ans, même si on lui explique qu'il ne faut pas chipoter au masque, il va le garder peut-être un quart d'heure, voire 10 minutes, et après, il va l'enlever, il va y chipoter. Et il y aura plus de risques de bénéfices. Et deuxièmement, il y a un risque éventuellement d'étouffement ou de suffocation sous le masque qu'on ne peut pas prendre avec des enfants en dessous de 3 ans. Monsieur Lambrette, quand seront rétablis les contacts Skype entre les résidents du vignoble et leurs familles? Oui, alors effectivement, dès le début du confinement, nous avons mis en place, via un ordinateur et via Skype, le logiciel bien connu, un contact numérique entre le résident et sa famille. Alors, pour ceux qui connaissent le vignoble, elle ressemble un peu à une cage de Faraday, et donc la connexion Internet, malheureusement, a des ratés, je le reconnais. C'est pour ça qu'une commande a été faite en urgence pour une tablette équipée d'une clé 4G. Les infos que j'avais, mais c'était les infos de vendredi, c'est qu'elle était sur le bureau du directeur, et donc c'est imminent. Si ce n'est pas déjà fait, je ne sais pas quand a été posée la question. Monsieur Van Aren, quelles sont les mesures prises pour réintégrer progressivement les lieux publics? Et Guy pose la question de savoir ce qu'est exactement la définition du lieu public. Un lieu public s'oppose par définition à un lieu privé.
je dirais au sens plus large possible, le lieu public, c'est la voie publique, et tous les lieux où quiconque est autorisé à l'accès, et ceci de façon indistincte. Alors, quant aux mesures d'accès, il faudra se coordonner, et je vais dire synchroniser avec les différentes phases de déconfinement. Monsieur le bourgmestre, une question concernant les masques que les Brennois vont recevoir. Ils voudraient savoir combien de temps ils restent efficaces. Ça dépend évidemment de l'utilité, de l'utilisation. En fait, ce sont des masques qui sont des masques en tissu, réutilisables. Alors, ce sont des masques évidemment qui sont aux normes, je l'ai dit tout à l'heure, AFNOR, ce qui permet, alors permettez-moi de prendre beaucoup de réserves parce que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas pharmacien, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et donc je me réfère au rapport technique qui filtre plus de 95% de 3 microns du virus. Donc ça veut dire qu'en fait, cela est garanti au moins durant 10 lavages, à la suite de quoi le masque ne perd pas son efficacité. Et quand je vois qu'aujourd'hui le fédéral invite les personnes qui n'ont pas de masque à mettre une écharpe, je peux vous dire qu'après, à mon avis, pléthore de lavage, vous aurez toujours quelque chose de bien plus efficace qu'une écharpe. Maintenant, au-delà de ça, on peut imaginer que les situations vont se régulariser, puisque j'entends que le fédéral, je parle du fédéral, je tiens quand même à souligner que la prévention de la santé est une compétence régionale et que si on parle toujours du fédéral en faisant référence au masque, il n'en demeure pas moins que normalement ce sont les régions qui doivent nous fournir, et j'ai entendu un masque par personne, ce qui veut donc dire que j'ose espérer qu'après la distribution massive d'un masque à tous les Brennois de qualité certifiée dès la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, mais les autres pouvoirs vont vraisemblablement s'actionner et viendront compléter le dispositif. Mais j'attire aussi l'attention sur le fait que vous pouvez trouver des masques dans les réseaux de distribution habituels et que nous allons approvisionner un distributeur qui sera installé à l'administration et qui permettra de vous approvisionner en masques à prix coûtant. Alors, je tiens à vous dire que ça a été vraiment à l'arrache que j'ai pu obtenir 40 000 masques réutilisables. Je vous évite le parcours du combattant, mais dans un premier temps, il va falloir quand même être attentif à ne pas les perdre, à ne pas de manière excessive peut-être les utiliser et de faire cette gestion de masque en bon père de famille. Parce que croyez-moi, aujourd'hui, obtenir un masque s'avère peut-être plus compliqué que d'obtenir un gramme d'or. Parce que très objectivement, le marché est plus que saturé. Et je voyais hier à la télévision que lorsqu'on parlait d'équiper les Wallons, on parlait simplement d'installation des entreprises et des lignes de fabrication à partir du début juin. C'est vous dire que nous avons été, je crois, quand même précurseurs, et donc il faudra l'utiliser de manière réfléchie. Voilà, vous aurez le masque qui sera réutilisable. J'espère qu'on pourra vous réapprovisionner, mais croyez-moi qu'aujourd'hui, le marché est totalement overbooké et qu'il est très compliqué d'avoir ce genre de produit médical. Monsieur le bourgmestre, une question de Eddy qui se demande pourquoi avoir refusé de rencontrer les chefs de file de l'opposition. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je n'ai jamais refusé de rencontrer qui que ce soit. Je vois qui me pose cette question et je peux vous dire que j'ai eu à plusieurs reprises son chef de file communal au téléphone cette semaine. J'ai rencontré d'ailleurs le président Olivier Gazia du groupe Défi. Je l'ai rencontré longuement. Nous avons discuté des heures durant cette crise. Il s'est fort intéressé à la gestion de cette crise. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de lui parler, de lui expliquer, de lui dérouler la manière dont on gérait cette crise. Ça n'a été évidemment, d'ailleurs, qu'un réconfort de sentir le soutien que je pouvais par moments avoir de certains chefs de file de l'opposition, mais surtout un plaisir de pouvoir lui démontrer tout ce qui était fait pour participer au mieux à la gestion de cette crise. J'ai rencontré le chef de file écolo et je suis prêt à rencontrer tous ceux qui voudront me rencontrer. J'ai rencontré beaucoup de conseillers communaux de la majorité, j'en ai rencontré de l'opposition.
J'ai d'ailleurs été invité à participer par les conseillers de la majorité à plusieurs réunions, aujourd'hui évidemment des téléconférences. Je peux participer à tout ce qui sera jugé utile, évidemment, et je vous le dis dans les yeux, je peux participer à tout ce qui sera jugé utile et je répondrai à toutes les demandes qui seront faites par les conseillers de la majorité ou de l'opposition et par les chefs de file. Et d'ailleurs, si nous avons décidé de faire aujourd'hui ce Facebook Live, c'est parce que nous avions estimé, à la suite d'une demande des chefs de file qui avaient posé quelques questions, que la meilleure manière d'y répondre, c'était vraisemblablement d'y répondre publiquement. Et lorsque je vois d'ailleurs les chiffres qui sont affichés en termes de fréquentation de ce Facebook Live, je peux vous dire qu'on est vraisemblablement bien au-delà d'une réunion que nous pourrions faire en temps de crise au sein d'un conseil communal hyper confiné, et qu'évidemment la meilleure transparence est celle qu'on peut vous offrir en direct en vous présentant les mesures qui ont été prises ces dernières semaines, ces derniers mois, et en essayant d'y répondre de la manière la plus honnête qui soit, avec le plus de détails, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Et donc, je vous le répète, je n'ai refusé de rencontrer personne. C'est un mensonge qui est dit, et j'en tiens pour preuve que j'ai eu plusieurs entretiens téléphoniques cette semaine avec son chef de file communal. Monsieur Lambrette, Paul avait fait une réservation pour la salle communale d'Opin en mars. Cette réservation a bien sûr été annulée et il aimerait savoir s'il sera remboursé. Effectivement, c'est une problématique dont nous avons été très vite saisis au niveau de l'administration. Il faut savoir que le collège propose aux Brennois, et c'est le sens de la décision de collège qui a été prise, de procéder au bon à valoir, c'est-à-dire de plutôt reporter l'événement que l'annuler. On pense notamment à de nombreuses associations qui ont leur dîner, leur goûter, leur activité annuelle. Néanmoins, je tiens à préciser à Paul, je ne sais pas s'il veut fêter son anniversaire dans 4 ou 5 mois, mais que pour les questions de remboursement, on invite les Brennois à contacter directement le collège par courrier et de solliciter ce remboursement en expliquant simplement quelles sont les raisons de l'impossibilité de faire cet événement. Merci beaucoup. Eh bien, c'était la dernière question. Merci de les avoir posées. Et je vais demander au bourgmestre de faire sa conclusion. Merci Madame de Zambert, merci d'ailleurs pour le travail que vous avez effectué comme modératrice. Je vous en remercie. Je remercie d'ailleurs tous les membres ici présents qui ont participé à finalement quelque chose d'assez innovant. Mais puisque nous arrivons à la fin de ce live, j'espère que cette première expérience en termes de communication vous a été utile. Je regrette que ce soit dans des conditions aussi particulières. Nous jugerons sur base de l'audience l'utilité de renouveler cette expérience, mais je trouve que l'audience était au rendez-vous. En tout cas, dès à présent, je vous prie d'accepter nos plus sincères excuses de n'avoir pas pu répondre à toutes les questions. Mais cependant, certaines n'avaient aucune relation avec la gestion de crise du coronavirus. Au moment d'une reprise plus normale de nos activités, il y sera répondu. Et je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez, après la période de confinement, prendre rendez-vous avec l'administration pour aborder tous les sujets qui vous préoccupent. Nous sommes là pour vous répondre. Toutefois, mesdames, messieurs, le plus important à retenir, c'est que le 4 mai, nous allons progressivement reprendre un retour à une vie presque normale. La santé restera prioritaire dans les choix qui seront faits. La santé est prioritaire. Par conséquent, si les mesures proposées pour l'avenir ne sont pas respectées et qu'en conséquence, les conditions sanitaires se dégradent, en clair, si l'épidémie repart à la hausse, alors il est plus que probable que nous devrons revenir en arrière. Ne prenons pas ce risque et parions que demain sera plus heureux pour Braine-l'Alleud. Courage, prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite. Merci.